Ok, bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. On va attendre un peu, on va attendre dans peut-être en 2 3 minutes avant de commencer, pour laisser le temps à ceux qui ne sont pas encore présents de venir. Donc dans 2 minutes ou 3 minutes, on va commencer. Ok, donc bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette deuxième séance de formation en test d'intrusion. Donc je me présente, je suis Pondo Kwako Alexis, je suis étudiant en Master 2 de cybersécurité à l'ESATIC. Je suis aussi pentester junior dans une entreprise de cybersécurité ivoirienne. Donc, c'est comme je l'ai dit, c'est notre deuxième séance de formation. Lors de la première séance, nous avons plus parlé de l'initiation aux tests d'intrusion. Nous avons vu une première partie qui concerne la théorie. Ensuite, nous sommes passés à la pratique avec un challenge. Donc, dans cette deuxième partie, nous n'allons pas trop nous attarder sur la théorie. Nous allons directement nous lancer dans la pratique puisque c'est pour ça que nous sommes là. Donc, nous allons directement nous lancer dans la pratique. Et pour ce faire, moi, comme d'habitude, j'utilise toujours 3 pour mettre en pratique nos connaissances. Donc, nous allons directement nous rendre sur 3 où se trouve notre challenge. Et pour ce challenge, nous avons décidé d'utiliser la room WGLE-CTF, qui est une room assez intéressante. Il y a beaucoup de choses à apprendre dedans. Donc, je vais déjà démarrer la machine. Donc, elle va prendre un peu. Bon, ils disent 1 minute, mais généralement, 3 nous recommandent d'attendre 5 minutes avant de commencer pour que les services qui sont sur la machine puissent déjà démarrer. Donc, on va attendre un peu. Bon, on va attendre 1 minute. Ensuite, on va pinguer pour voir si on a accès à la machine. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter sur le réseau VPN. Je crois qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Ok. C'est seulement moi, mais on voit pas ton écran. Ah, excusez-moi.
Excusez-moi, j'ai oublié de changer la présentation. Merci pour le rappel. C'est bon, vous voyez mon écran maintenant? Ouais, ouais, ça va. Super. Donc, comme je l'ai dit, on se rend sur 3 Je lance la room sur laquelle on va travailler pour cette journée qui se nomme. Le lien de la roue. Oui, j'ai mis le lien dans le live, dans les commentaires. Voilà, le lien se trouve là. Le premier message. S'il est entré après, il ne pourra pas voir le lien. Comment? S'il est entré après, je crois qu'il ne voit pas il ne peut pas voir le message. Qui ne peut pas voir Non, le message? renvoie le message. J'entends pas. Ok. Moi, j'espère que tu as lancé l'enregistrement de la vidéo. Hein. Oui, oui, la vidéo est actuellement enregistrée. Ça enregistre. Ok, merci. Il y a quelqu'un qui a collé le lien aussi, je pense. Ouais. Voilà, ok. Donc, c'est sur cette room-là que nous allons travailler aujourd'hui, en fait, comme je disais. Donc, je crois que la room a été lancée. Donc, déjà, avant de commencer, il va falloir qu'on se connecte au réseau. Pour cela, moi, j'ai téléchargé mon fichier OVPN pour pouvoir me connecter directement au réseau. Donc, je vais aller directement me connecter. Je suis dans les téléchargements. Ok, je suis connecté au réseau. Donc, on peut le voir directement. Il suffit de faire un if config. Ok, avec un if config, on a notre adresse IP ici, qui est notre adresse IP du tunnel. Donc ça, c'est l'adresse IP avec laquelle nous allons travailler. Et voici l'adresse IP de la machine vulnérable, la machine que nous devons attaquer, la cible en fait. Donc déjà, on va essayer de faire un ping pour voir si on arrive à communiquer avec cette machine en question. Ok, la communication est établie. Donc déjà, moi j'aime bien diviser mon terminal en plusieurs catégories pour pouvoir travailler plus facilement. Donc je vais le faire rapidement. Ok, donc la première des choses dans une mission de pen test, lorsqu'on lance, on s'attaque à une cible, c'est déjà de récupérer certaines informations sur cette dernière. Donc nous allons faire le scan. Donc généralement c'est Nmap qu'on utilise. Moi personnellement j'aime bien travailler avec un autre outil du nom de Ruscan qui est assez rapide, qui permet de faire le scan des, je crois, 65 535 ports assez rapidement. Donc il va me donner les ports ouverts et à partir de Nmap je pourrai aller en profondeur sur le scan. Donc l'outil se nomme Ruscan. De base il n'est pas sur Linux donc il va falloir l'installer. Ok, je colle mon adresse IP ici. Donc ulimit. Donc d'abord on entre Ruscan, ensuite ulimit. Bon, je vais devoir me déconnecter pour un moment, vu que je vais me reconnecter sur Linux pour voir ici sur Windows. D'accord, il n'y a pas de souci, allez-y. D'accord. Donc le ulimit 5000 c'est pour éviter les erreurs parce que des fois il y a des erreurs qui apparaissent lorsqu'on ne met pas ce flag. Donc le tiret A pour préciser l'adresse IP. Tiret permet de mettre ensuite des flags de Nmap. Donc le tiret PN pour ne pas pour ne pas faire de ping en fait. Là s'il y a par exemple une cible Windows, on pourra détecter si cette cible est active et les services qui sont sur cette cible en question. Donc on lance notre analyse Rescan. Donc là il a détecté déjà 2 ports. On va préparer notre analyse Nmap. Ensuite je précise les ports dont -P. Ici c'est le port 80, le port 22, donc 80,22. Ensuite je mets l'adresse IP. Je colle l'adresse. Et je précise -PN pour ne pas mettre de ping. Et -A pour m'afficher les versions et le système d'exploitation sur lequel tourne le serveur. Donc je lance mon analyse Nmap. Ça va prendre un peu de temps et on aura... Je sais pas. Ah d'accord, c'est ça qui est là. Ok, donc nous avons 2 ports, comme je l'ai dit, nous avons le port 80 et le port 22.
On a le port 22 qui est sur lequel tourne le service SSH avec la version 7.2P2. J'arrive, je vais accepter. Donc, comme je le disais, on a le port 22 sur lequel tourne le service SSH avec la version qui est là. On a aussi un port 80 sur lequel tourne le service HTTP avec la version qui est ici. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est de nous rendre sur le navigateur pour lancer le serveur web. Puisque HTTP, c'est pour le web en fait. Donc, HTTP // je colle l'adresse IP. Bon, je ne suis pas obligé de mettre le port puisque c'est le port 80 par défaut. Donc, je lance. OK. OK, donc nous apparaissons sur une page de Apache, la page d'accueil de Apache. OK, donc à première vue, il n'y a rien qui nous donne un indice pour l'endroit où on va aller. Donc, ce qu'on va faire, c'est une recherche de répertoire. Donc, on va lancer une attaque GoBuster pour pouvoir savoir quels sont les répertoires qui sont potentiellement cachés et autres. Donc, je copie l'URL. Je retourne dans mon terminal et je lance GoBuster. Que j'arrive, je vais expliquer tout à l'heure les différents flags là. Les flags en fait ce sont les paramètres, les petits tirets avec les lettres là. OK. Donc GoBuster déjà c'est le nom de l'outil. Ensuite dire pour préciser qu'on veut faire une recherche sur les répertoires parce qu'il y a plusieurs valeurs ici. Ça peut être une recherche de sous-domaine, ça peut être une recherche de horde virtuel, vhost. Voilà, donc ici c'est pour faire des recherches sur les répertoires. Ensuite, -u pour préciser l'URL par lequel on débute la recherche. -w pour préciser la liste de répertoires. Donc ici, il y a... Normalement, si vous êtes sur Kali Linux, vous devez avoir aussi ce fichier-là. Ce sont des fichiers qui sont de base sous Kali Linux. Donc, ils sont répertoriés dans USR, char, wordlist, dirb. Bon, il y a BigTXT, il y a d'autres wordlists, mais bon, j'aime bien travailler avec BigTXT. -2 supérieur à dev/nul, c'est pour juste ne pas afficher les erreurs en fait. Parce que GoBuster, il faut savoir que lorsque la connexion bug, il peut arriver qu'il y ait des erreurs bon, qui vont masquer en fait les informations utiles dont nous avons besoin. Donc on n'affiche pas les erreurs. -t c'est pour augmenter la vitesse à 100. -x permet de spécifier les extensions. Certaines extensions parce qu'il peut arriver qu'au lieu de rechercher des répertoires, il peut arriver qu'il y ait directement dans le dossier courant des fichiers avec certaines extensions. Donc ici, on précise les extensions. Donc je lance la recherche. OK, bon, ça, ce sont des informations qui ne vont pas nous intéresser. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà nous rendre sur la page là et nous allons vérifier s'il n'existe pas un fichier du nom de robot.txt. En fait, ce fichier, c'est un fichier qui permet de spécifier au moteur de recherche ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas faire sur le serveur. Par exemple, s'il doit se dire où se trouve le fichier sitemap.xml qui est un fichier qui contient les liens certains liens du site web, certains liens importants du site web. Aussi, il permet de spécifier au moteur de recherche de ne pas peut-être indexer des parties du site que nous ne voulons pas afficher directement dans les navigateurs de recherche. Ça peut être des formulaires de connexion, d'autres informations intéressantes en fait. Donc nous allons vérifier si le fichier existe vraiment, qu'il empêche certains répertoires. Ces répertoires-là peuvent être des sources d'informations utiles pour nous. Donc déjà, à la racine robot avec S à la fin, .txt. OK. Donc ici, il n'y a pas robot.txt. On va vérifier sitemap.xml, qui est aussi intéressant. XML. Bon, d'accord. Il n'y a pas... Apparemment, sitemap.xml, robot.txt n'existe pas. Donc, en attendant que le scan go... OK, donc on a trouvé une URL sitemap. Déjà, ce qu'on va faire, c'est vérifier d'abord les commentaires parce qu'il peut arriver des fois que des développeurs oublient certaines informations utiles dans les commentaires de la page. Ça peut être des mots de passe, ça peut être des informations, ça peut être toute information qui peut nous être utile en fait. Donc, pour vérifier la page source, le code source de la page, clic droit et afficher le code source ou encore CTRL U. On va retomber toujours sur le même résultat. Donc, il peut arriver qu'il y ait beaucoup de commentaires dans le code source de la page.
Généralement, ce qu'on fait pour pouvoir retrouver facilement les commentaires et aller rapidement dans la recherche, c'est de faire une recherche. Donc moi, je fais CTRL F pour faire apparaître la barre de recherche. Et je mets les informations qui m'intéressent ici. Ici, c'est pour pouvoir faire des commentaires en HTML, c'est chevron ouvrant point d'exclamation deux fois tiré. Donc actuellement, c'est comme s'il y a trois commentaires sur le code, dans le code HTML. Dans le premier commentaire, il nous donne des informations sur Debian et autres. Ensuite, on se déplace. Le deuxième commentaire, vérifions table de contenu. Il n'y a pas vraiment d'informations intéressantes sur celui-là. Troisième commentaire, don't forget to update. Ah, voilà. Donc dans le troisième commentaire, on a une information qui peut nous être utile. On dit Jesse, don't forget to update the website. Donc Jesse ne doit pas oublier de mettre à jour le site web. Donc Jesse ici peut signifier le nom d'utilisateur d'un formulaire de connexion par exemple. Ça peut être aussi, on a vu ici qu'il y avait le service SSH qui tournait sur la cible. Donc Jesse ici peut être le nom utilisateur de SSH du service, un nom utilisateur de la machine en fait. Donc on peut se connecter par SSH avec peut-être. On vérifiera tout cela après. Déjà, j'ai quelqu'un, je ne vois pas bien ton écran. Attendez, je regarde, il y a un message. Est-ce que c'est la même chose pour tout le monde? Parce que la dernière fois, il y avait quelqu'un aussi qui ne voyait pas bien l'écran, mais c'était pas chez tout le monde. C'était c'était lié à sa connexion. Donc, est-ce que vous ne voyez pas mon écran, vous aussi? Bon, nous autres, on arrive. Personnellement, moi, j'arrive à voir. C'est-à-dire, j'essaie d'agrandir la fenêtre du partage d'écran. Et puis, bon, là, je fais mon effort pour mieux voir, quoi. D'accord. Donc, Abdel, il faut essayer de voir ce qu'il a dit. Peut-être tu peux tester. Peut-être aussi c'est lié à la connexion. Donc, c'est pas forcément que on n'arrive pas à voir. Des fois, quand la connexion est faible, ça floute un peu les écritures. Donc, il faut essayer de voir de ce côté. Aussi, tu peux aussi essayer un peu d'augmenter un peu sur la page là-bas et même sur le terminal. Ok, il Ça n'y a va pas de être souci. plus facile. Donc, comme je l'ai dit, on a un commentaire ici qui peut nous être intéressant. Donc, on va le garder déjà. On retourne à notre scan GoBuster. Donc, le scan est terminé. Il a trouvé un répertoire du nom de sitemap qui semble être quelque chose d'intéressant. On va vérifier ça rapidement. Donc, ok. Donc, nous tombons sur un site web. On va essayer de voir rapidement s'il n'y a pas des choses intéressantes à voir. Déjà, on va vérifier les commentaires. Donc, CTRL F toujours. Ici, il y a 22 commentaires, donc on va aller un peu rapidement. Donc, le premier commentaire concerne Facebook, je crois. Ensuite, on a des informations sur le style. Ce ne sont pas des choses qui nous intéressent forcément. C'est toujours le style. Bootstrap, JavaScript. Ok, non, il n'y a pas vraiment quelque chose qui nous intéresse ici. Ce sont juste des commentaires de templates et autres. Donc déjà, on va essayer de voir les liens. Ça, c'est quoi? Le lien ne nous donne rien même. Descendons, explorons un peu le site. Cliquons sur les... Ok, work. Portfolio. Bon, au lieu de le faire à la main, je pense qu'on va refaire encore la même chose avec l'URL de base. Donc on va mettre cette fois-ci sitemap.x, sitemap du moins, et l'outil GoBuster va rechercher des répertoires ou des fichiers avec les extensions que nous aurons spécifiées derrière sitemap. Ça sera plus rapide au lieu de faire la recherche à la main. Donc je crois qu'il y a quelqu'un qui... Non, il n'y avait pas. J'ai cru entendre un bruit. Donc je vais copier l'URL une fois de plus. Donc je copie l'URL. GoBuster, je reviens. Je modifie juste. Voilà. Donc cette fois-ci, c'est à partir des sitemaps qu'il va rechercher. Et je lance. Donc, ok, il y a un dossier assez intéressant ici. Il vient de détecter. Ok, voilà. Donc ce sont les fichiers .html qu'il vient de détecter. Et ici, il nous dit qu'il y a un dossier du nom de .ssh qui existe sur la cible. Vérifions.
On espère juste que ce n'est pas un pot de miel parce que si vous vous rappelez bien, lors de la première session, nous avions eu des informations qui semblaient être utiles, mais en fait, c'était des informations juste pour nous faire perdre de temps. Donc on va juste aller vérifier. Moi, je fais contrôle, je clique sur le lien. Bon, il ouvre directement dans mon navigateur. Ok, on a un fichier ID RSA apparemment. Ok, super, donc c'est pas un pot de miel. Ok, donc apparemment le développeur a oublié de supprimer certaines informations sur le site web. Et là, on a par exemple la clé privée SSH qui a été laissée sur le site web. Donc on va la copier et on va essayer de l'exploiter avec l'utilisateur que nous avons découvert précédemment. L'utilisateur Jesse, je crois. Jesse, mais quoi là? Attends, je vais vérifier. Ouais, Jesse. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se connecter par clé privée. Clé privée, clé publique. Donc c'est une méthode de connexion par SSH pour les administrateurs de serveurs web. Généralement, les serveurs web peuvent être sur Linux comme Windows, mais beaucoup utilisent Linux. Et pour administrer ce serveur-là, plusieurs préfèrent se connecter par SSH. Donc à partir du SSH, tu te connectes sur la machine et tu commences à faire toutes tout ce qu'il y a à faire pour pouvoir administrer un serveur web en fait. Et pour aller plus rapidement, beaucoup préfèrent utiliser la paire de clés SSH, la paire de clés SSH, clé privée, clé publique, la clé privée pour permettre de se connecter à la machine à distance. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, donc on suppose qu'il existe sur le serveur web un, un, un serveur SSH. Bon, ça c'est clair. Mais on suppose qu'il existe un client qui a cette clé privée SSH là. Donc ce qu'on va faire déjà c'est donc nano ID RSA. On va coller la clé privée ici. Et on va essayer de se connecter avec l'utilisateur Jesse. Déjà, précisons que les clés privées et clés publiques ont un certain type de permission qu'ils doivent avoir pour pouvoir fonctionner. Donc ici, si on regarde, on fait ls-la de ID RSA. Voici les permissions. Donc ici, l'utilisateur Alexis Pondo que je suis a l'autorisation d'écriture et de lecture sur les fichiers. Le groupe a l'autorisation d'écriture et les autres ont aussi, du moins de lecture, et les autres ont les autorisations de lecture. Donc je rappelle rapidement, le premier caractère ici spécifie si c'est un dossier ou un fichier. Lorsque c'est un dossier, c'est petit d. Si c'est un fichier, c'est un tiret. Les trois caractères suivants sont les autorisations de l'utilisateur, donc l'élément dans la première colonne ici. R pour read, donc lit. W pour write, donc écrit, et X pour exécuter. De même pour les trois autorisations suivantes qui sont ceux du groupe. Je suis dans le groupe Alexis Pondo toujours. Et les trois dernières autorisations pour tous ceux qui ne sont pas l'utilisateur, qui ne font pas partie du groupe, donc les autres. Donc ici, tout le monde a l'autorisation de lire et d'écrire. L'autorisation qui est généralement acceptée pour les clés IDRSA, les clés privées, c'est le 600. Donc on va donner à notre clé privée l'autorisation 600. Si vous voulez, on peut faire le test. Hein. Donc si je fais SSH par exemple, que je mets, voilà. Bon, pour pouvoir se connecter par clé privée, c'est ça. Il faut mettre un -i pour identifier le fichier par lequel nous voulons nous connecter. Je mets le nom utilisateur, qui est Jesse, je crois, Jesse. Et je mets l'adresse IP. Attendez, je crois il y a quelqu'un qui... Ok. D'accord. Donc, l'adresse IP, la voici. Bon, déjà, je vais augmenter le temps de connexion parce que si je fais pas ça, à un moment, ToorAdmin peut m'éjecter du serveur. Donc, je copie. Je me rends ici, je mets l'adresse IP. Ok. Et je lance. Ok, yes. Vous voyez, il me dit que la permission qui est accordée actuellement au fichier, c'est la permission suivante, 644. Alors qu'en fait, bon, si vous faites une recherche internet, vous verrez que les permissions pour la clé privée ID RSA, c'est le 600. Donc on va changer rapidement la permission là. Il a bien précisé ici, bad permission. Donc la permission, pour changer les permissions, c'est chmod. On peut le faire avec les plus pour ajouter soit une permission bien précise ou aller directement avec les numéros. Donc ici c'est 600.
et ID RSA. Donc on va essayer de se reconnecter. Ah, donc là on se connecte automatiquement. Donc ça c'est une vulnérabilité. Si vous arrive un jour de par exemple configurer un système de connexion à distance par SSH en utilisant les clés privées et les clés publiques, il est très important de ne jamais laisser la clé privée sans protection. Voilà, il n'est pas, c'est pas recommandé de laisser la clé privée sans protection parce que comme vous venez de le constater tout à l'heure, on s'est juste connecté avec l'obtention de la clé privée, on s'est connecté sans aucun problème en fait. Généralement, ce qu'on fait, c'est de mettre une passe-phrase, une phrase de passe pour protéger la clé privée au cas où elle est égarée, où elle est perdue. Donc, si un utilisateur malveillant, en l'occurrence un hacker, arrive à avoir accès à la clé privée, on ne sait pas quel moyen, mais il arrive à avoir accès à la clé privée, s'il tente de se connecter, ils vont lui demander une passe-phrase. Et cette passe-phrase doit être quand même forte pour ne pas pour ne pas qu'il ait à casser cette passe-phrase. Parce qu'il est aussi possible de brute forcer. Il est aussi possible de brute forcer le mot de passe de la clé privée RSA. Bon, j'aurais aimé qu'il y ait une petite sécurité. Là, j'allais vous montrer comment faire pour pouvoir brute forcer, mais bon, c'est pas grave. De toutes les façons, pour pouvoir brute forcer, il existe deux outils. Il y a un outil du nom de SSH2John. Donc SSH2John. C'est l'outil que là, SSH2John. Voilà. Donc SSH2John qui permet de convertir la clé privée auquel nous avons accès en un format craquable par John. John qui est John Veripper en fait, l'outil de John Veripper pour le craquage de hash, de mots de passe et autres. Donc après avoir converti le fichier IDRSA, donc pour pouvoir convertir, bon je montre rapidement, hein, pour pouvoir convertir c'est vous mettez le fichier IDRSA et vous ouvrez, vous redirigez du moins la sortie vers je sais pas moi, peut-être hash. Et quand vous allez entrer, il va convertir le contenu du fichier IDRSA en un format qu'il pourra craquer ensuite. Donc après avoir converti, vous lancez la commande John Veripper pour craquer le hash en fait de l'utilisateur. Mais là, ça c'est pas important parce qu'on a déjà un accès sur la cible. Donc une fois qu'on a le premier accès, donc ça c'est le premier accès. Donc pour ThreatMe, nous demande de trouver deux flags. Le flag user, donc le flag user.txt généralement, et le flag root. Donc là nous sommes en tant qu'utilisateur sur le système. Donc ce qu'on va faire, on va faire d'abord ls. Donc ls-la. Ok. Donc là il y a beaucoup de dossiers quand même. Donc au lieu de rechercher le fichier qui nous intéresse manuellement, moi ce que je fais généralement quand je suis dans un endroit où il y a beaucoup de dossiers, c'est que je fais une recherche automatisée depuis le répertoire courant pour pouvoir retrouver l'élément que je recherche. Ce que je sais, les informations que je gère, chaque nom dans le fichier que je recherche, il peut y avoir, parce que c'est pas toujours le cas, il peut y avoir soit l'utilisateur user, le nom user comme nom de fichier, et si c'est un fichier TXT, ce qui est généralement le cas, il est avec l'extension .txt. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une recherche à partir du répertoire actuel, donc du répertoire dans lequel je suis. Donc je vais rechercher dans tous les dossiers automatiquement tous les éléments qui se terminent par extension txt. Donc il y a un nom qui se termine par l'extension .txt. Donc l'outil que j'utilise pour faire ça, c'est Find. Donc ce sont des outils qu'il ne faut pas forcément maîtriser par cœur. Comme je l'ai dit lors de la session dernière, le plus important n'est pas de connaître tout par cœur, mais de savoir où trouver lorsqu'on a besoin en fait. Donc si vous avez besoin par exemple de Find, vous faites une recherche rapide sur Google Find. Mais moi, bon, à force de faire, j'ai retenu, donc je vais aller directement. Donc d'abord, je lance le nom de l'outil qui est Find. Ensuite, je précise le répertoire par lequel je veux commencer ma recherche. Ici, c'est le répertoire courant, donc le répertoire ici, donc c'est point. Je mets juste un point. Ou aussi, je peux mettre le nom complet, hein, donc pour trouver le nom complet du répertoire dans lequel je suis, c'est pwd. Et donc, je peux mettre directement home jc ou encore je peux mettre juste point pour dire non que là où je suis. Quoi que quelqu'un a posé une question ou quelqu'un demande de se connecter. Ok, donc j'accepte. Ok, donc ce qu'on va faire, comme je l'ai dit, c'est find point plutôt
Ensuite, je précise ce que je veux rechercher. Ici, je veux rechercher par rapport au nom. Je veux rechercher le nom. Donc, c'est -name, le flag name. Et je précise que je veux rechercher tous les éléments qui se terminent par .txt. Donc, pour tous les éléments, je vais mettre une étoile. Ensuite, .txt. L'étoile ici signifie tout ce qui vient avant. Ensuite, tu me parles de .txt. Donc, tu vérifies tout ce qui termine par .txt en quelque sorte. Et après, vu que des fois, il peut y avoir des répertoires auxquels je n'ai pas accès, il est important de ne pas afficher les erreurs parce que cela peut cacher des informations utiles en fait. Donc, pour ne pas afficher les erreurs, donc j'envoie la sortie à dev.nul. Donc, ça ne sera pas affiché en fait. Dev/nul. Et je fais ma recherche. Donc, voici tous les fichiers qui se terminent par .txt dans le répertoire ici. J'aurais pu spécifier fichier, hein, mais bon, il n'y a pas de dossier qui se termine par .txt, donc bon, je préfère laisser directement, je n'ai pas spécifié. Donc ici, je pense que c'est ça qui nous intéressera. Ils ont mis user flag.txt et ici, ils ont parlé de flag utilisateur. Donc, voilà, ils ont mis user flag. Donc, on va aller avec. On va déjà 4 ça, on va afficher dans le terminal, donc 4, le nom de l'élément. J'ouvre, voilà, voici le flag. Je copie, je viens dans mon input 3 avec me sur le côté user et j'appuie sur submit. Voilà, la réponse a été faite. Je trouvais la bonne réponse. Maintenant, c'est pas encore terminé parce que là nous avons uniquement que comment je vais dire, lors de la session de neige, j'avais parlé des différentes étapes du pentesting. Donc on avait parlé de la phase de gain d'accès, le premier accès en fait sur la cible. Donc après cette phase, il va falloir escalader les privilèges pour devenir super utilisateur dans le cadre d'une cible Linux ou encore avoir un accès complet sur le contrôleur de domaine pour le cas d'un réseau Windows. Mais ici, vu que nous sommes sur une cible Linux, nous allons chercher à avoir l'accès root. Donc actuellement, si on fait un OAMI, nous sommes en tant qu'utilisateur Jessie. OAMI, c'est pour savoir quel utilisateur nous sommes actuellement. Voilà, nous sommes en tant qu'utilisateur Jessie. Nous ne sommes pas encore root. Donc ce qu'on va faire, les vecteurs d'escalade des privilèges, ça peut être... il y a plusieurs méthodes pour pouvoir escalader les privilèges. On peut vérifier nos autorisations SUID. SUID pour tous les binaires auxquels nous avons l'autorisation de les exécuter avec les autorisations root. On peut aussi voir les fichiers ou les binaires que nous pouvons exécuter avec sudo. Donc c'est par là qu'on va commencer. Donc sudo, pour pouvoir voir cela, on fait sudo-l en fait. Sudo-l nous permet de voir quels sont les binaires, quels sont les outils que nous pouvons exécuter en tant que sudo. Ok. Ah là c'est intéressant. Ça c'est vraiment intéressant. Déjà, donc user Jessie peut lancer les commandes suivantes sur le système cap1, je crois. Cap1, voilà. Donc la première ligne ici nous dit qu'on peut tout exécuter en tant que, voilà, avec sudo et obtenir les autorisations et devenir root en fait. Ça c'est vraiment intéressant. On peut tout exécuter avec, on peut exécuter tous les outils et devenir root. Donc ce qu'on va faire c'est déjà, donc pour exploiter ce vecteur d'escalade des privilèges, il faut d'abord mettre la commande sudo, ensuite l'élément que nous voulons exécuter. Donc pour devenir root, généralement, lorsque tu veux changer l'utilisateur pour devenir root, c'est sudo su pour devenir super utilisateur. Ou bien sudo, le nom de la commande que tu veux lancer en tant que sudo. Ok, donc là, il nous demande de mettre le mot de passe de Jessie. Donc ça ne va pas nous aider parce que, comme vous le savez, nous sommes entrés sur le système avec un système de clés privées. Nous ne sommes pas connectés par mot de passe en fait. Donc nous n'avons pas le password de Jessie. Donc ça ne pourra pas nous aider. Et heureusement pour nous, il y a une deuxième option ici qui est d'utiliser uniquement que le binaire wget pour les téléchargements. Donc wget en tant que sudo sans mot de passe. Donc cette fois-ci, ici, ça pourra plus nous aider pour pouvoir avoir un accès root sans mot de passe. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est de vérifier comment exploiter wget
pour obtenir un accès route. Donc il y a un outil très intéressant, je crois que j'ai présenté la dernière fois, du nom de GTFO Beans. La magie. Quelqu'un parle? Je n'avais pas entendu. Ok, bon, je reviens. Donc je disais, il y a un outil du nom très intéressant du nom de GTFO Beans, le voici, qui nous montre comment exploiter des binaires pour pouvoir obtenir les autorisations route en utilisant soit sudo, les bits SUID ou encore les capabilities que je suppose on verra lors d'une séance prochaine, je l'espère. Ensuite, donc ce qu'on va faire, le binaire qu'on recherche, il se nomme wget. Donc on fait juste une recherche sur wget. Ok, le voici ici. Donc il peut être exploité pour télécharger un fichier, uploader un fichier, écrire dans un fichier, lire un fichier. Il peut exploiter les binaires, il peut être exploité par la méthode d'exploitation des binaires SUD ou encore sudo. Et ici c'est sudo qui nous intéresse puisqu'on a l'exploitation sudo sur le fichier. Donc, je crois que j'ai un problème de connexion. Ok, ça va. Donc le voici. Voici la méthode d'exploitation qui est ici en bas. Donc il nous dit URL égale http attacker.com get file to save. Ok, donc ce que je vois ici, c'est qu'il nous dit, c'est qu'à partir de là, la méthode pour exploiter cette vulnérabilité serait d'écraser en fait peut-être un fichier existant sur le système, un fichier auquel nous n'avons pas les autorisations d'écriture pour pouvoir ensuite l'exploiter. Donc en gros, il nous est possible d'exploiter cette vulnérabilité là en écrasant, en téléchargeant un fichier sur internet, bon, pas sur internet, sur notre serveur local, donc notre serveur attaquant, ici notre Kali Linux, et en l'écrivant sur le tiret grand O, c'est pour output. Donc, où est-ce que la sortie se fera? Sur un fichier dans lequel nous allons sauvegarder. Et vu que cette opération se fait en sudo, on peut le faire sur des fichiers auxquels nous n'avons pas accès de base. Ça peut être par exemple, je sais pas moi, le fichier shadow, le fichier qui contient les mots de passe, ou du moins le hash des mots de passe. Donc, si vous voulez, on peut faire un test. Hein. Si on essaie d'afficher le contenu du fichier shadow, on ne pourra pas parce qu'on n'a pas les autorisations, ne sont pas route. Donc le fichier shadow, on peut le localiser dans etc/shadow. Donc c'est le fichier qui contient les hash de mots de passe des utilisateurs. Donc comme vous le voyez ici, nous n'avons pas les autorisations. Par contre, nous pouvons ouvrir le etc password qui contient les répertoires password. Voilà. Donc ici, on peut vérifier quels sont les utilisateurs de notre système. Donc ici, on a Jesse, comme on l'a. Et voici son répertoire, racine. Et voici son shell qui est binbash. Donc ce que l'on veut en fait, c'est de pouvoir avoir accès à l'utilisateur root. Donc il va falloir mettre en place un stratagème qui nous permettra de pouvoir devenir root. Déjà, cette commande ici nous permet de écraser un fichier existant sur le serveur avec les autorisations root. Donc si on pouvait écraser le fichier etc/shadow sur le système de l'utilisateur, ça sera bénéfique pour nous en fait. Donc il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi le fichier countable que nous pouvons exploiter. Je crois que c'est la méthode d'exploitation que nous avons utilisée lors de la séance dernière. Nous avons modifié le fichier etc/countable pour pouvoir exécuter une commande automatiquement sur une période donnée. Donc c'est ce que je crois qu'on va faire les deux. Donc ça nous permettra de savoir comment exploiter avec etc/shadow et comment l'exploiter aussi avec etc/countable. Je sais pas pourquoi je dis countable. En fait c'est comptable. Le fichier c'est comptable. C'est un fichier qui contient des commandes qui s'exécutent périodiquement de façon automatique en fonction d'un utilisateur bien précis qui sera spécifié. Par contre, lui, on a la possibilité de lire le fichier. Donc, si je fais par exemple 4 etc/countable, voilà. Donc, on peut lire le fichier, on voit ce qu'il y a dedans. Actuellement, il n'y a pas vraiment d'informations intéressantes. Ça sont des informations qui sont là de base.
sous Linux. Et vu que c'est une machine virtuelle, bon, il y a d'autres informations qui peuvent être dedans. Bon, j'ai pas vraiment toutes les informations sur ces commandes-là. Par contre, il est possible d'ajouter d'autres commandes qui seront exécutées automatiquement en tant qu'un utilisateur bien précis à une période bien donnée. Donc la première colonne ici, c'est la période des minutes, ensuite la période des heures, ensuite la période des jours du mois, ensuite la période des mois, ensuite la période des jours de la semaine. Mais ne vous inquiétez pas, on n'est pas obligé de forcément comprendre tout cela. Je vais vous montrer tout à l'heure un outil qui nous permet de faire cela automatiquement. Donc comme je l'ai dit, on va essayer d'exploiter les deux méthodes. On va essayer de passer par Crontab pour avoir l'accès root sur le système et aussi passer par le fichier Shadow pour avoir l'accès root sur le système. Donc on verra comment par exemple générer un hash d'utilisateur, comment modifier le fichier Shadow et comment se connecter dessus et puis exploiter avec la première méthode. Voilà. Donc on va commencer par le fichier etc comptable. Donc je vais vous dire déjà l'objectif. L'objectif ici serait de écraser ce fichier là et y insérer nous notre propre ligne comme on l'a fait la dernière fois, la séance dernière. Insérer notre propre ligne dans le fichier en question pour exécuter une commande que nous aurons, un fichier que nous aurons préconfiguré et obtenir ainsi un reverse shell sur le système. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà on va chercher à télécharger le fichier en question, le fichier qui est là. Pas besoin de télécharger, du moment qu'on peut lire, il suffit juste de copier. Donc on va copier son contenu. Donc, je copie le contenu du fichier. Je vais créer un autre fichier ici sur mon système de base. Donc nano, je vais mettre crontab et je vais insérer le code ici. Maintenant en bas, juste en bas, je vais ajouter ma ligne qui va exécuter un fichier que j'aurais configuré précédemment pour pouvoir s'exécuter automatiquement en fait. Maintenant, bon, ce que je vais vous montrer ici, c'est comment je vais dire, comment fonctionne ce système-là, le système d'automatisation en fonction des minutes, des heures, des jours et autres. On n'est pas, comme je l'ai dit, obligé de comprendre. C'est toujours très intéressant de comprendre comment ça fonctionne, mais il y a un outil très intéressant que j'utilise beaucoup qui permet de le faire. J'arrive. Ok. Qui permet, comme je l'ai dit, de le faire automatiquement sans aucun problème. Donc, c'est ce que je vais utiliser ici. Donc, je vais dans mes ressources. Le voici, Crontab Generator. Donc, déjà, je vais mettre les liens que j'utilise là. Donc, je vais mettre le GTFO Beans dans le groupe. Du moins dans la partie message. Au cas où il y a des personnes qui voudraient, par exemple, tester après. Ok, Aboubakar Konaté, oui, j'enregistre. Donc à la fin, je vais vous envoyer, lorsque je vais finir le montage et mettre en ligne, je vais vous envoyer le lien de la vidéo. C'est l'une des raisons pour laquelle je demandais à ce que vous vous connectiez, vous vous inscriviez avec le Google Meet. Là, comme ça, j'ai vos adresses email, je peux vous envoyer le lien. Donc, je vais aussi prendre, j'explique tout à l'heure, cet outil-là permet de faire quoi? Je vais juste copier le lien dans le chat. Là, vous pouvez vous-même aller vérifier et tester aussi. Donc, le premier lien ici, c'est pour comment dirais-je? C'est pour GTFO Beans, donc voir les binaires, comment exploiter les binaires en fonction de sudo, SUID. Le deuxième lien, c'est pour générer les commandes comptables. Donc ici, voici comment ça fonctionne. Donc on a les minutes, on a les heures, les jours du mois, les mois et les jours de la semaine. Donc ici, on va spécifier ce qu'on veut. Vu qu'on ne veut pas perdre notre temps, on va spécifier au fichier d'exécuter la commande que nous voulons chaque minute en fait. Donc every minute, de chaque heure, de chaque jour, de chaque mois et de chaque jour de la semaine. Donc on va laisser comme ça nous arrange, il n'y a pas de souci. Et donc le deuxième, donc ça c'est pour la génération qui est faite ici. J'arrive, je vais autoriser quelqu'un qui souhaite accéder. Ok, donc la génération qui est faite ici est juste pour la génération concernant les heures en fait, donc les étoiles et autres. Ensuite, il va falloir spécifier ce que nous voulons faire.
La commande, la colonne qui suit, en fait, c'est l'utilisateur par lequel nous voulons exécuter la commande qui va suivre. Ici, généralement, c'est route qu'on utilise. Et vu qu'on veut faire un reverse shell et obtenir les autorisations route, on va exécuter notre commande en tant que route. Donc ici, on va mettre route. Et ensuite, on va mettre le nom de la commande que nous voulons exécuter. Donc ici, comment on exécute? Donc je précise d'abord que je veux l'exécuter en tant que route. Ensuite, un espace et je mets la commande que je souhaite exécuter. Ici, je vais exécuter un fichier bash, un fichier shell que je vais écrire après. Donc le fichier shell, je vais le mettre dans le répertoire courant en fait. Dans le répertoire courant, le répertoire de l'utilisateur par lequel je me suis connecté. Ici, c'est Jesse. Et vu que je suis Jesse, donc j'ai les autorisations d'écriture dans ce dossier. Et ça, c'est très important lorsqu'on veut faire ce genre d'exploitation là. Il faut préciser il faut écrire notre fichier dans un répertoire où nous avons les autorisations d'écriture en fait. On peut le faire ici. On peut aussi le faire dans un fichier qui est généralement utilisé par pratiquement tout le monde, hein. C'est le fichier /tmp. Parce que là, même quand tu arrives avec les plus faibles privilèges, là-bas, tu as toujours la possibilité d'écrire dans ce dossier-là, en fait. Donc, tu vas dans le dossier /tmp et tu peux écrire ce que tu veux dedans. Mais il faut savoir que dans le dossier /tmp, c'est un fichier temporaire. C'est le dossier des commandes et des fichiers temporaires. Donc, là-bas, si l'ordinateur redémarre, tout ce qui était va être supprimé. Donc, moi, pour le coup, je vais rester dans mon répertoire courant. Donc, pwd dans mon répertoire home Jesse et créer mon fichier. Donc, je vais récupérer ça. Je retourne dans mon répertoire, sur mon outil. Oups, qu'est-ce que je fais là? CTRL Z. Je reviens ici. Je copie la sélection. Je me mets là. Ok. Et le fichier que je vais appeler, je vais l'appeler reverse.sh. Donc c'est le fichier qui sera exécuté en tant que route. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire. Donc lorsque nous faisons de spécifier l'utilisateur et la commande qu'il doit exécuter, donc ne vous inquiétez pas, ce fichier n'a pas encore été créé. Je sais ce que je fais. Après je vais créer. Pour l'instant, allons-y seulement. Faisons la commande. Et après, je vais expliquer, je vais créer le fichier et je vais vous dire ce qu'il va faire. Donc, il y a un E qui a sauté. Bon, c'est pas important, mais allons-y pour plus de trucs. Et à partir de là, on peut juste générer la ligne de commande. Ce qui me plaît bien avec ce site web là, c'est qu'il nous donne les itérations du genre. Il nous donne les 5 prochaines itérations d'exécution. Donc ici, il nous dit la commande sera exécutée à 15h48. Nous sommes 15h47. Ensuite, à 15h49, à 15h50, à 15h51 et à 15h52. Donc là, on a une visibilité sur comment est-ce que le truc sera exécuté en fait. Donc, j'explique rapidement. Donc, voici. Pour exécuter quelque chose toutes les minutes, voilà, c'est étoile partout. Donc, la première colonne, toutes les minutes, toutes les heures de l'année, du mois, voilà, tous les jours du mois, tous les semaines et tous les jours de la semaine. Ensuite, la commande à exécuter, c'est ça qui est là. En tant que route, tu exécutes la commande Jesse, la commande reverse shell continue dans le répertoire home Jesse et je pense que là, ça c'est pour ne pas afficher les erreurs aussi. Donc, je copie juste la commande. Je retourne dans mon terminal et dans le fichier comptable qui est sur ma machine, je précise, puisque là, j'ai juste copié sur ma machine, donc je peux écrire sur le fichier. Je colle la commande. Donc voilà. Donc la première ligne, la première colonne pour les minutes, la deuxième colonne pour les heures, donc chaque minute, de chaque heure, de chaque jour du mois, de chaque mois et de chaque jour de la semaine. L'utilisateur route exécutera la commande qui se trouve dans le dossier home Jesse et qui se nomme reverse.sh. Et donc ici, il ne va pas afficher les erreurs au cas où, par exemple, le fichier n'a pas encore été créé, ce qui est notre cas. Donc, on va enregistrer donc CTRL X et CTRL X pour sortir
Donc voici, si on fait un ls-la de comptable, le fichier a été créé, il se trouve dans notre répertoire Alexis Pondo, dans notre répertoire Racine. En tant que l'utilisateur Alexis Pondo, bien entendu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger le fichier depuis notre serveur attaquant sur notre serveur cible. Vu qu'on a un pied directement sur notre serveur cible et qu'on a les autorisations d'exécution de la commande, donc je vais faire rapidement sudo-l. Donc on a les autorisations d'exécution de la commande wget en tant que route et sans mot de passe. On va exploiter cette vulnérabilité là pour pouvoir écraser l'ancien fichier etc comptable qui existait ici. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on revient sur le site GTFO Beans qui nous a montré comment exploiter wget. Voilà, je viens ici. Donc je vais masquer ça. Donc je copie tout simplement, tout bêtement la commande qui nous intéresse. Ici ce sont des variables, on n'a pas besoin de mettre les variables. Voilà, on va le faire directement. Donc les dollars ce sont des variables en fait, donc on peut directement aller sans avoir à mettre ces variables. Donc là voilà. Donc sudo wget, bon, si vous voulez on peut mettre directement le chemin complet, donc c'est usr/bin/wget, usr/bin et /wget, voilà. Et on précise l'URL. L'URL doit contenir notre adresse IP et notre port d'écoute. Et plutôt le port sur lequel le serveur, le genre de serveur web que nous aurons lancé ici écoute. Donc je vais le faire directement. Donc pour pouvoir télécharger un fichier depuis une source, depuis un autre ordinateur sur le même réseau, on peut lancer une sorte de serveur web en Python avec la commande suivante Python, bon, je veux Python 3-m, voilà, et je mets le port que je veux. Ici, je vais mettre le port 80, mais ça peut être n'importe quel port. Donc, c'est pas obligé de mettre port 80. Bon, déjà, mais je vais mettre le port 999 pour vous expliquer parce que, ok, donc déjà, le port 999. Donc là, okay, j'espère qu'il n'est pas utilisé. Ok, il n'est pas utilisé. Donc, je mets le port 999 et ici, je vais me connecter sur cette machine-là, sur la machine attaquante, sur le port 999 et télécharger le fichier comptable. Il est très important de lancer le serveur web dans le même répertoire que le fichier que nous souhaitons télécharger ou plutôt dans un répertoire parent du fichier que nous souhaitons télécharger, puisque on ne peut pas faire de retour en arrière en fait. On ne peut pas être dans un répertoire fils et vouloir retourner en arrière pour venir récupérer un fichier. Donc ici le serveur web est lancé, donc le web serveur basique HTTP est lancé et dans ce serveur web là se trouve le fichier comptable. Nous voulons le télécharger sur le serveur cible et en même temps écraser en sortie le fichier comptable existant. Donc on va spécifier tout ça. Je reviens ici dans l'URL. On va préciser l'URL. Donc http on précise l'adresse IP de notre serveur attaquant. Donc mon adresse IP, bon, je ne connais pas que donc je vais le lancer. C'est le 10.8.37. Donc si vous voulez savoir votre adresse IP, un if config rapide, et c'est celui qui est sous l'interface tunnel 0, tune 0. Donc c'est celui-là, 10.8.37.162. D'où VLAN 0, c'est pour le Wi-Fi sur lequel je suis connecté. Ok, donc 10.8.37.162. Et ensuite, je précise le port sur lequel tourne le serveur web. Ici, nous avons fait tourner le port sur le serveur du moins sur le port 9999. Donc ici, je précise aussi 9999. Donc j'ai voulu mettre le port par défaut parce que généralement, ce que les gars font, c'est que lorsqu'ils tournent sur le port 80, vu que le port 80 n'est pas obligé de le mettre, on ne précise pas le port. Et bon, après, ça peut prêter à confusion si c'est différent dans certaines autres conditions. Donc là, c'est le format général, donc l'adresse IP, ensuite le port, et vous mettez le fichier que vous souhaitez récupérer ou le répertoire, comment dirais-je, l'arborescence pour pouvoir récupérer le fichier que vous voulez récupérer. Donc ici, le fichier, vu que le fichier se trouve dans le même dossier que le serveur web, il suffit juste de mettre comptable. Donc le fichier, c'est ça qu'elle a un comptable, donc je fais un copier. Et je fais ici CTRL SHIFT coller. Et là, ici, dans le tiret grand O, je précise où est-ce qu'il va écrire le fichier.
Ici, on va écrire le fichier dans le etc comptable, vu que c'est ce que nous voulons écraser en fait. etc/comptable. Donc, ici, nous allons écraser le fichier etc comptable. Donc, bon, j'explique rapidement pour que vous compreniez. De toutes les façons, lorsque je vais finir l'exploitation avec comptable, je vais laisser l'occasion de poser des questions sur ce que nous venons de faire. Ce que vous n'avez pas compris, bon, je vais essayer de m'efforcer pour pouvoir expliquer, que tout le monde puisse comprendre avant de débuter l'exploitation avec le Shadow. Donc là, on peut lancer, on lance. Et comme vous pouvez le constater, il y a une requête qui a réussi, donc statut 200, sur notre serveur web, une requête GET qui recherchait le fichier comptable. Ici, il nous dit qu'il a récupéré le fichier et il a sauvegardé avec succès dans etc comptable. De base, on n'a pas les autorisations d'écriture sur etc comptable, sinon ça n'aura servi à rien de venir faire tout ce qu'on a fait là. Il aurait juste fallu modifier directement etc comptable sur le serveur. Mais vu qu'on n'a pas les autorisations d'exécution et que on a les autorisations d'exécution de wget en tant que sudo, on a utilisé gtfo beans pour pouvoir exploiter cette autorisation là et écraser le fichier comptable qui existait avant. Voilà, donc j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire par là. Donc maintenant, actuellement, chaque minute, le serveur web, le serveur cible exécute. Bon, déjà, essayons d'afficher le contenu de ce fichier là. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une nouvelle ligne qui a été ajoutée dans le fichier etc comptable. Donc cette ligne, c'est la suivante, avec les informations chaque minute, chaque heure, chaque jour du mois, chaque mois et chaque jour de la semaine exécute en tant qu'utilisateur root le fichier qui est répertorié suivant l'arborescence suivante et n'affiche pas les erreurs. Donc pour expliquer un peu ce que ça fait. Mais vu qu'actuellement nous n'avons pas encore créé le fichier reverse shell.sh, si on fait par exemple, donc je vais copier et je vais faire ls-la de... Voilà, il dit non, le fichier n'existe pas dans ce répertoire. Nous ne l'avons pas encore créé. Donc, il va essayer d'exécuter un fichier qui n'existe pas. Donc, ça va générer une erreur, mais de toute façon, comme on n'affiche pas, il n'y a pas de souci. Donc, ce qu'on va faire maintenant, la prochaine étape consiste à créer le fichier reverse shell. Le reverse.sh. Donc, je vais faire un nano de reverse. Nous sommes dans le répertoire courant, donc on peut le faire, mais bon. Si vous voulez, on peut récupérer le répertoire complet depuis la racine. Ça sera toujours la même chose. Donc là, on va copier ce qu'on va appeler notre code de reverse shell. Et pour cela, une fois de plus, j'ai un outil qui est très intéressant qui permet de générer des reverse shell. Bon, quand je dis j'ai un outil, c'est un outil qui existe sur Internet, c'est pas moi qui ai codé. Voilà. Donc l'outil se nomme revshell.com. Il est super intéressant, il permet d'aller assez rapidement et il nous empêche en fait de mémoriser les commandes par cœur. Moi, généralement, j'utilise NC avec MKFIFO. J'ai jamais eu de problème avec, donc c'est ce que j'utilise généralement. Vous pouvez utiliser aussi Bash comme Python. Ça peut être utile dans certaines situations et pas dans d'autres. Ici, Netcat avec MKFIFO m'arrange, donc c'est ce que je vais utiliser. Donc, je copie le code ici. Bon, moi, j'avais déjà configuré certaines choses avec mon adresse IP dans certains CTF précédents. Donc, il garde mes informations en mémoire. Donc, j'ai mon adresse IP de la machine virtuelle de ma machine, donc mon adresse IP de ma machine Kali. Ensuite, le port sur lequel je fais généralement, c'est... Il y a eu un message. Envoie-nous le lien. Ok, il n'y a pas de souci, je vais envoyer le lien tout à l'heure. J'explique juste ce que je vais faire. Donc, et c'est très intéressant en fait. Bon, donc déjà, je vais copier le lien pour ne pas que j'oublie. Ici, je vais dans la partie message. Ok, voici le lien. Donc je disais, c'est très intéressant parce qu'il nous donne pratiquement tout en fait. Il nous donne le code qui doit être exécuté sur la cible et le code qui doit être exécuté en local. Donc le code qui va être exécuté pour faire office d'écouteur en fait, pour attendre notre requête. Donc Netcat qui est ici sera exécuté sur notre machine Kali et nous allons exécuter ce code là sur la machine cible pour pouvoir obtenir un reverse shell. Donc déjà on va préparer notre écouteur. Donc je copie ça. J'ai fait copier. C'est pas important. OK.
Donc je viens dans mon truc. Déjà ici, il n'y en a plus besoin de ça pour l'instant, donc je vais juste le couper. Et je vais coller. Donc actuellement, mon serveur écoute sur le port 7777. Ensuite, 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 je vais récupérer ça. Je vais copier, l'envoyer dans mon fichier reverse shell. Je pouvais les... Bon, je vais sortir rapidement dans les sons. Je pouvais l'exécuter directement dans le terminal. Mais vu qu'on n'a pas d'autorisation, je vais le faire directement pour que vous voyez. Donc si je le fais actuellement comme ça, j'exécute. Comme vous pouvez le constater, il y a une communication entre le serveur cible ici et mon serveur d'écoute. Mais le problème ici, c'est qu'on a eu cette shell, mais c'est le même shell en fait. Il n'y a pas de différence. Si je fais un whoami, vous verrez whoami. Voilà, nous sommes toujours en tant que Jesse, nous ne sommes pas en tant que root et ça ne nous intéresse pas. Donc pourquoi est-ce que nous voulons mettre forcément dans le fichier reverse shell? C'est justement parce qu'on a préparé une commande ici qui va s'exécuter chaque minute et exécuter le fichier reverse shell en tant que root. Ici nous l'exécutons en tant que Jesse. C'est pourquoi ça n'a pas changé en fait. Ça n'a pas, nous sommes toujours Jesse. Donc c'était juste pour vous expliquer pourquoi est-ce que nous faisons ça. C'est pas forcément important mais bon. J'espère que ça vous permet au moins de comprendre le pourquoi de ce que je suis en train de faire. Donc je vais redémarrer mon écouteur. Je vais refaire un nano de cette commande, ce fichier là. Et je vais recopier la commande. J'espère que vous préparez les questions hein, au cas où vous avez des questions sur ce que je suis en train de faire parce que le plus important c'est pas forcément, c'est pourquoi je ne vais pas assez vite. Je prends mon temps pour expliquer pas à pas pour qu'on puisse comprendre ce que nous faisons, et pour que dans certaines autres situations, on puisse adapter en fonction de la situation en fait. Donc préparez vos questions. Si vous ne comprenez pas quelque chose, n'ayez pas honte, posez-les. Si je ne connais pas, je vais vous dire je ne connais pas parce que bon, comme je l'ai dit, je suis pentester junior, donc je suis encore débutant. Donc c'est ce que je connais que je partage. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous posez. Si je ne connais pas, je vous dis je ne connais pas. On va chercher ensemble. Si je connais aussi, je vais vous répondre. Donc avant de coller le code de reverse shell, on va comment je vais dire, on va spécifier au serveur web ce qu'il faut exécuter. Ici, bon, généralement les gars ils appellent ça, je crois, le shebang. C'est quelque chose pour spécifier au serveur le fichier à exécuter en tant que quoi. Ça, généralement on l'utilise pour Python. Donc je vais le faire. Peut-être vous allez vous rappeler, vous allez voir de quoi je parle. Bin bash, bin/bash. Donc ça permet déjà de dire au serveur que voilà, on veut exécuter un fichier bash. Voilà. Donc on n'est pas obligé, hein. On n'est pas obligé, mais c'est toujours une bonne, comment je vais dire ça? Une bonne pratique de le mettre. Voilà. Ça va aussi pour Python. Lorsque c'est Python, généralement ils mettent bin/Python, voilà, pour préciser l'interpréteur, voilà, c'est le mot que je cherchais, l'interpréteur qu'il faut utiliser pour exécuter le reste du contenu du fichier ici. Donc il y a quelqu'un qui vient d'arriver, donc je vais l'ajouter. Ok, il a ajouté. Donc je reviens. Ok. Donc là on a notre interpréteur, on a notre code de reverse shell. Donc je vais juste faire CTRL S et CTRL X pour sortir. Bon, donc yes. Et on sort. On se dit, mais pourquoi est-ce que depuis il n'exécute pas? Normalement, c'est 1 minute. Actuellement, nous sommes à 3. On va attendre 4 avant d'exécuter. Mais il ne va pas l'exécuter. Pourquoi? Parce qu'actuellement, si on fait un ls, pardon, ls-la, comme vous pouvez le remarquer, l'utilisateur Jesse a ici les autorisations d'écriture et de lecture. L'utilisateur groupe, bon, l'utilisateur appartenant au groupe Jesse a les autorisations d'écriture et de lecture. Et tout autre utilisateur, ici en l'occurrence, root ou autre utilisateur, root il peut tout faire, donc c'est pas lui. Mais tout autre utilisateur a l'autorisation de lecture. Nous, ce qu'on veut, c'est exécuter le fichier. Donc, il faut d'abord lui donner les autorisations d'exécution. Il faut toujours avoir un œil ici, hein. Quand on va le faire, ça va aller peut-être assez vite en fonction de la minute à laquelle nous sommes. Donc, voilà. Donc, il faut toujours avoir un œil sur l'écouteur parce que lorsque le système va exécuter notre fichier, il va automatiquement avoir l'autorisation root ici. Donc, ce qu'on va faire, on va lui donner l'autorisation d'exécution. Donc, chmod
plus X dans ce cas, puisque c'est l'exécution seulement qu'on veut lui donner au fichier. On peut lui donner toutes les autorisations, et donc le 777 qui va remplir toute la ligne là. Donc l'utilisateur, le groupe et les autres pourront écrire, lire et l'exécuter. Mais si la seule chose qui nous intéresse, c'est juste l'autorisation d'exécution. Donc chmod plus X. Ensuite, je mets le fichier auquel je veux lui donner. Je veux attribuer l'autorisation et je lance. Normalement, une minute après, ici, on aura les autorisations route. Donc, suivez bien. Actuellement, nous sommes à 16h04. Donc, s'il n'y a pas eu d'erreur, normalement, ça doit fonctionner. Arrivé une minute, il va exécuter ce fichier reverse.sh. Voilà, comme je l'ai dit. Donc, le système, donc j'explique rapidement ce qui s'est passé. Le système, passé d'une minute, a exécuté le fichier qui est ici avec les autorisations route. Donc, vu qu'il a exécuté le fichier avec les autorisations route, et c'est une commande de reverse shell, donc c'est une commande qui permet d'avoir un shell en tant que l'utilisateur qui exécute le fichier en question. Donc, vu que c'est le root qui a exécuté le fichier, c'est la raison pour laquelle on a ici l'autorisation, on a ici le dièse. Bon, pour vous montrer vraiment qu'on a vraiment, on est vraiment root, un root ami nous permet de savoir. Donc déjà, voilà, nous sommes root. Donc actuellement, nous sommes en mode avec le shell sh, bon, déjà, exit. Bin bash. Apparemment, ça ne veut pas. De toutes les façons, nous sommes root. Donc, on peut utiliser la commande que j'avais montré la dernière fois pour pouvoir avoir un shell bash ici avec Python. Mais bon, Question. oui. Bon, on va pas stabiliser l'échelle. C'est ce que je dis. On peut utiliser la commande que j'avais montré la dernière fois avec Python pour pouvoir stabiliser. Bon, je vais la montrer directement rapidement. Python. Non, c'est Python. Python. Bon, ça dépend du Python qui est sur son système. Mais si c'est Python 3 ou Python, généralement c'est Python 3. Donc je vais mettre Python 3. Si ça passe pas, après je vais venir sur Python. Donc Python 3, je crois que c'est -m. Ensuite, j'ouvre les guillemets, je fais import PTY qui est un module qui permet de manipuler les interfaces, les terminaux et autres. Donc PTY, ensuite PTY.spawn. Ensuite, je précise que c'est bin bash que je veux. Bin bash. Tac, tac, tac. Voilà. Ok. Il dit quoi? Python PTY bash finding. Sûrement que le PTY n'est pas le module n'est pas par défaut sur ce Python là. Ou bien est-ce que j'ai bien tapé la commande aussi? Il y a ça. Donc vérifions. Stabilize. Sachel vive PTY. Il faut vérifier s'il y a Python 3. Voilà, c'est ça. Installé sur la machine, c'est Python 3. Déjà, vérifions si c'est Python ou Python 3. Je pense que c'est pas de là que vient le problème parce qu'il n'a pas dit une erreur en fonction de Python. Mais vérifions toujours. Version. Voilà, Python 3 installé. Ça fonctionne. Prenons avec Python pour voir Python. Donc, relançons la commande avec Python. On va tester, voir si c'est... Ok, c'est un problème de module qui n'a pas été importé. Name import module. Ah d'accord, en fait, je vois l'erreur. En fait, j'ai fait une erreur. Si vous avez bien remarqué, j'ai fait une erreur en fait. Au lieu de mettre un point virgule, j'ai mis un point. Donc, je vais supprimer ça rapidement. En fait, après l'import, pour revenir à la ligne, pour faire des retours à la ligne, je mets un point virgule puisque c'est en une ligne de commande que je tape. Et ensuite, je copie ça pour coller. Voilà. Il nous dit quoi encore? Bon, on va regarder la commande. Faut pas se fatiguer. Python, où est la commande? Ok, Python. Ah, c'est pas -m, en fait, c'est -c. C'était là mon erreur. Donc, vous voyez, c'est pas obligé de, comme je l'ai dit, de connaître forcément par cœur la commande. Il suffit juste de savoir où chercher.
Donc il est très important aussi de faire, moi je vous recommande généralement lorsque vous voulez faire vos recherches sur Google de les faire en anglais. Voilà. Voilà. Donc nous sommes maintenant avec un shell bash plus intéressant, plus intéressant à regarder. Donc on a ici root, on a, voilà. Donc si on se déplace par exemple dans un dossier, par exemple slash home, voilà, le dossier s'ajoute, donc ça permet de savoir où nous sommes en temps réel et on n'a pas besoin de faire forcément à chaque fois pwd pour pouvoir savoir où nous sommes. Donc ça c'est la première méthode pour pouvoir exploiter la vulnérabilité. On va après, donc déjà je vais vous laisser poser vos questions et après on va voir comment exploiter avec le fichier Shadow, comment écraser le fichier Shadow sur la cible. Donc si vous avez des questions, vous avez la parole, vous pouvez poser vos questions, on va essayer de répondre et on va essayer de répondre aux questions. Donc la parole est ouverte, si vous avez des questions, vous ouvrez votre micro et vous les posez. Il n'y a pas de questions? D'accord. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer directement à la deuxième méthode pour exploiter cela. Donc, déjà, on va supprimer le fichier JC, le fichier reverse shell, puisque la deuxième méthode ne nécessite pas ça. RM, ok. Donc, on n'a plus besoin de ça. Donc, je fais CTRL-C directement pour pouvoir sortir. Et pour pouvoir stabiliser le shell, ce n'était pas la seule méthode. Hein. Ça, c'est comme vous l'avez vu, avec un CTRL-C, on sort directement. Il y a d'autres méthodes pour pouvoir stabiliser plus sainement le shell avec les TTY et autres. Bon, ça, sûrement dans une prochaine room où on se reconnecte à partir de NC, de montrer comment est-ce qu'on peut faire ça. Donc, la deuxième méthode, comme je l'ai dit, c'est d'écraser le fichier etc/shadow. Pourquoi est-ce que je fais cette méthode et pourquoi est-ce que je ne reste pas avec comptable? En fait, il peut arriver des fois où comptable ne va pas vous servir pour pouvoir escalader les privilèges et c'est etc/shadow. Donc, il est très important de savoir comment écraser le fichier etc/shadow à partir de certaines méthodes, comment générer le hash de mot de passe et comment se connecter et tout et tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est déjà de savoir pour ne pas modifier, pour ne pas casser le fonctionnement de la plateforme. On ne va pas écraser n'importe comment le fichier en fait. Donc, on va récupérer ce qui existait déjà et on va recréer un nouveau fichier avec ces mêmes informations là en changeant uniquement que le hachage utilisateur. Donc ça nous permettra de conserver les autres utilisateurs, leur mot de passe et tout. Donc c'est pour une question de furtivité en fait. Là il n'y a pas de problème, ils ne pourront pas facilement détecter la manœuvre en fait. Donc pour exploiter ici il y a plusieurs méthodes. On peut utiliser la méthode que je viens de dire, déjà modifier le etc/shadow. On peut même le faire avec le etc/password. Pardon. On peut faire plusieurs méthodes. Mais moi je vais le faire avec etc/shadow parce que lui il est plus compliqué par rapport au password dans lequel nous avons déjà l'autorisation de lecture. Ici nous n'avons pas l'autorisation de lecture de etc/shadow. Donc on ne sait pas pour l'instant comment est-ce que le fichier est fait, quels sont les utilisateurs, les différents hashes présents sur la cible et autres. Donc on va déjà lire le fichier etc/shadow. Donc pour ce faire, donc je retourne. On va chercher à voir comment lire avec dwget, exploiter pour lire un fichier avec dwget. Donc il nous dit, on précise le fichier qu'on souhaite lire et voilà, et on met "-i" avant. Par défaut, ça ne va pas le faire. Hein. Il faut mettre d'abord sudo, puisqu'on a les autorisations d'exécuter le binaire sudo. On a les autorisations d'exécuter le binaire wget en tant que avec sudo. Donc, c'est ce qu'on va faire. Sans mot de passe. Donc, on va mettre sudo wget -i et on précise le fichier. Ici, il avait mis déjà dans une variable, c'est pourquoi il y a un dollar et bon, il y a une variable derrière. Mais nous, on va le faire directement. Donc, je mets directement etc/shadow. Ok. Bon, là, ça c'est le hash de Jessie par exemple. Mais là, il y a un problème en fait. Ça va pas nous arranger puisque nous, ce qu'on veut faire, c'est plus un copier
coller du contenu. Or là, ce qu'il nous fait, sa façon d'afficher ne nous arrange pas en fait. On va devoir copier ligne par ligne. Bon, ça, c'est assez embêtant et assez long. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher une autre méthode de lecture du fichier, d'un fichier avec wget. Donc, je vais lancer exploit priv esc ou escalade des privilèges with ou bien read. Je vais mettre read shadow file with wget. Ok, on va voir ça. On va voir s'il n'y a pas une méthode plus facile pour pouvoir lire le fichier. HTTPS. Donc là. Ok, donc ça c'est pratiquement la même chose. Hein. Lorsqu'il fait lui aussi son sudo L, il a l'autorisation d'exécution de USI bin wget en tant que root et sans mot de passe. Donc les étapes pour pouvoir pirater ça. Ok, vérifions. Donc nc-lvp. Ok, ça c'est la commande à lancer sur notre machine Kali. Et sur la machine distante, donc la machine de l'utilisateur, sudo, on met la commande post-file et l'adresse IP. Ah d'accord, voilà. Donc c'est ce que nous voulons en fait. Nous voulons avoir une sortie de ce genre avec les lignes sans problème en fait. Par contre, la commande que GTFO Business nous montre, c'est plus pour des tests qui ne sont pas assez structurés. Or là, il y a des deux points, donc ils confondent cela avec des URL et la sortie n'est pas intéressante. Nous voulons avoir la sortie brute comme cela. Donc nous allons exploiter ce qui est ici aussi. Donc sur notre machine Kali, on va remettre la même chose. Donc ici, je colle sur le port 80. Je viens ici. Je prends ça aussi. Je viens ici. Ok. Je colle. Et ensuite, ici, c'est pas etc/password. Parce que ça, on a les obligations de lecture là-dessus. Donc, on n'a pas besoin de ça. C'est plus etc/shadow. Normalement, quand on va le faire, ici, dans notre écouteur net 4, la sortie du fichier que nous allons spécifier ici se verra ici. Donc, ça sera plus facile pour nous de lire. Donc, etc/shadow. Et là, nous précisons notre adresse IP. Ça, c'est pas l'adresse IP de la cible, mais l'adresse IP de l'attaquant. Point 37, je crois, point 162. Ok, donc ça marche. Donc là, comme vous pouvez le voir, nous avons la sortie de notre etc/shadow sans problème. Donc, ce que nous allons faire, c'est juste de copier cette information. Donc, le contenu de ce fichier. Donc, déjà, je vais sortir de mon shell net 4. Donc là, il sort aussi. Je fais un nc. Ok, j'ai mis NAC. NC. Et je vais mettre shadow. Non, c'est pas NC, c'est plutôt nano, excusez. Nano. Voilà. Et je colle dedans. Voilà, maintenant, à partir de là, il y a plusieurs méthodes, comme je l'ai dit. On pouvait, par exemple, récupérer le hash de l'utilisateur Jessie. Parce que c'est ce qu'on va faire, en fait. Se connecter en tant que Jessie avec un mot de passe que nous connaissons. Là, nous pourrons exécuter quand on fait sudo L, bon, je vous remonte ça rapidement, sudo L. Donc, nous pourrons exécuter toutes les commandes sur le système en mettant le mot de passe et nous deviendrons route avec sudo, bien entendu. Donc, la première méthode serait de récupérer le mot de passe de cet utilisateur là en faisant un craquage de mot de passe à partir de John qu'on a vu précédemment. Donc on met John, le nom du fichier, on spécifie en -w la word list à utiliser, donc peut-être rockU, et pourquoi pas on précise le format où il va le détecter automatiquement. Mais là, ça va pas nous intéresser parce que ça sera long. Pourquoi vouloir craquer quelque chose si on peut automatiquement le changer?
Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. On va changer, au lieu de chercher à craquer, on a ici l'autorisation d'écriture. Si on avait peut-être, si le binaire, dans notre cas ici, ne pouvait pas faire une opération d'écrasement ou d'écriture sur notre système, dans ce cas-là, sûrement on se serait contenté du fait qu'on peut lire le hash et craquer à partir de là. Mais là, on a la possibilité d'écraser le fichier en même temps. Donc, pourquoi ne pas le faire? Donc, on modifie juste le hash qui est là avec un hash dont nous connaissons le mot de passe. Et voilà, bingo, nous avons l'autorisation sur le système. Mais dans une mission réelle de pen test, il n'est pas vraiment recommandé de faire cela parce que si l'utilisateur se déconnecte et qu'il se reconnecte plus tard. Il y a une question? Non, il n'y a pas de question. Ok. Donc, il n'est pas vraiment recommandé de faire cela dans une mission de pen test réelle parce que si l'utilisateur, comme je l'ai dit, se déconnecte et qu'il veut se reconnecter plus tard, il saura que son mot de passe a été modifié. Il pourra avertir l'administrateur ou le responsable sécurité. Et bon, ils vont vous éjecter. Et des fois, c'est pas juste à un ordinateur que la mission est faite. C'est peut-être à un réseau. Si déjà dans le premier ordinateur, on vous attrape, bon, vous ne pouvez plus continuer votre mission. Ils vont vous éjecter rapidement. Donc, c'est important de peut-être créer un nouvel utilisateur, mais bon, ça ne sera pas notre cas ici. On va utiliser directement Jesse, puisque lui, il a les autorisations sudo sur tout. Si on crée un nouvel utilisateur, il n'aura pas les autorisations sudo sur tout. Et pour créer un nouvel utilisateur, il va falloir être root, il y a beaucoup de choses. Donc, on va directement aller avec Jesse. Donc, ce qu'on va faire, c'est de générer un nouveau mot de passe. Donc, pour générer un nouveau mot de passe, je peux lancer la commande ici sans aucun problème, mais je vais vous montrer comment rechercher aussi. Donc, il suffit juste de taper sur Internet. Bon, je vais laisser cette truc-là. Il suffit de taper sur Internet. Je vais mettre quoi encore? Generate. Excusez mon anglais. Generate hash for shadow. Donc, n'ayez pas peur comment je vais dire, de rechercher, de faire des recherches en anglais. Même si le truc n'a pas vraiment de sens, Google il saura comment faire pour pouvoir trouver une information qui est l'information que vous recherchez en fait. Donc ici, ok, ici on dit donc il y a deux méthodes pour pouvoir générer le hash en fait. On peut utiliser ça comme ça. Bon, moi je vais utiliser ça. Je ne vais pas me casser la tête. Donc je prends la première méthode pour générer mon hash. Je viens ici. Je colle. Je préfère ne pas le faire ici parce que je ne sais pas si OpenSSL est installé sur la machine de l'utilisateur. Ce que je sais par contre, c'est que c'est installé sur mon machine. Donc je vais le faire directement sur ma machine. Donc j'explique rapidement. Ici, OpenSSL c'est le nom de la commande. Génération de password. Bon, je pense que là c'est pour préciser l'algorithme de hachage. Ensuite ici c'est pour le sel. Si on veut salir le mot de passe, bon, il met YZ. Ok, il n'y a pas de souci, on va aller avec. Et là c'est notre mot de passe. Donc moi je vais mettre mon mot de passe, je vais mettre Alexis. J'avais déjà fait ça pour d'autres CTF. Donc je mets Alexis comme mot de passe. Je génère. Voilà, donc voici notre hash qui a été généré. Donc comme vous pouvez le constater, c'est toujours le même algorithme hein, avec le 6 dedans. Jusqu'ici, il y a un salage YZ. Ok, donc je copie juste le hash qui m'intéresse ici. CTRL. Bon, ok, allons-y. Et je viens modifier dans mon fichier shadow. Donc je m'arrête juste après le 2 points, après le hash. Juste avant le 2 points du moins, et puis je supprime le hash de l'utilisateur qui existait. Donc vous pouvez garder ce hash là, hein, vous pouvez juste garder le hash et après le réutiliser lorsque vous devenez root, remettre l'ancien hash pour ne pas éveiller les soupçons une fois de plus. Donc là j'ai collé mon hash, j'ai fait CTRL SHIFT V pour coller. Donc là je fais CTRL X pour sortir et oui, voilà, on sort. Donc là, on vient de modifier le ETC Shadow. Mais c'est pas encore terminé parce que actuellement, le ETC Shadow qui est sur le système, c'est l'ancien. Donc il va falloir réimporter le ETC Shadow sur notre système actuel, sur le système de la victime.
Donc, on va refaire la même chose que précédemment. On va préparer un genre de serveur web avec Python. Donc, Python, voilà, je vais le mettre toujours encore sur le port 9999. Donc, le serveur est en écoute. Et ici, je vais rechercher ma commande de téléchargement. Je ne sais pas où je l'ai. Voilà. Donc là, il suffit juste de modifier. Quand on tape par Shadow, le nom du fichier, c'est Shadow. Hein. Donc, je mets Shadow. Je copie. Je viens ici. Et là, c'est dans ETC Shadow aussi. Donc, voilà. Et bim, voilà. 200, la commande a été faite. Il a retrouvé le fichier Shadow sans aucun problème. Et il a sauvegardé sans aucun problème. Si on avait la possibilité de lire sur le serveur, on allait lire, vous allez voir qu'on a ajouté notre chaîne, notre hash. Maintenant que je pense qu'il est possible. On peut toujours le lire avec ce qu'on a fait premièrement avec le NC80. Là. Donc je remonte juste en arrière. Ok. Je mets et je prends la commande qui nous a permis de lire le contenu de Shadow. Là. Je crois que c'était cette commande. Ok, voilà. Donc si vous remarquez bien, on a le même hash ici. Le voici ici. Alors que nous sommes sur le système de la victime. Pour dire que ça a été copié sans aucun problème, avec succès en fait. Donc c'est un peu ça. Donc je ressors. Maintenant, la seule chose qui nous reste à faire, c'est de nous connecter en tant qu'utilisateur Jessie. Mais cette fois-ci, pas avec la clé privée, mais avec le mot de passe que nous avons généré ici, qui est Alexis. Donc, on reprend la... Attends, je vérifie que mon temps sur 3 n'est pas arrivé pour ne pas que il m'éjecte. Enfin, il me rejette en 7 minutes. Bon, c'est déjà bon. Ok, donc, c'est quoi je voulais faire? Pour SSH, on se connecte. SSH, pas SHH. SSH. Ok. Et je mets Jessie. Ensuite, je mets l'adresse IP qui m'intéresse ici. Donc, je vais récupérer l'adresse IP. Ok. Il va me demander un mot de passe. Ok. Et là, je vais mettre Alexis. Parce que c'est le nouveau mot de passe de l'utilisateur en fait. Alexis. Et bingo. Nous sommes connectés en tant qu'utilisateur Jessie sur ce système. Mais là, la différence entre cette connexion et cette connexion, c'est que là, on s'est connecté avec les utilisateurs, avec un mot de passe, et là, on s'est connecté avec, comment on appelle ça, avec la clé privée SSH. Donc là, si je fais par exemple ls-la, qu'est-ce que je dis? sudo-l pour voir notre autorisation, c'est la même chose. Mais là, on va exporter cette fois-ci maintenant la première ligne qui nous permet d'exécuter toutes les commandes avec sudo et obtenir l'autorisation devenir root. Donc si je fais par exemple sudo su pour devenir super utilisateur, il va me demander mon mot de passe. Mais cette fois-ci, il me suffit juste de mettre Alexis parce que c'est le mot de passe. Et vu que j'ai connaissance de ce mot de passe là, bing, je deviens root. Aussi, je ne dirais pas aussi simplement, mais voilà, je deviens root. Ouais, c'est aussi simplement, c'était pas aussi compliqué que ça. Donc, on devient root aussi simplement. Donc, notre objectif, en quelque sorte, est atteint. Ici, nous sommes pour une mission de testeur d'intrusion. Lorsque vous finissez de faire ces différentes étapes-là, que vous avez terminé, comme je l'ai dit dans la première séance, là, il y a une étape qui concerne l'effacement des traces. Donc, il va falloir effacer tout ce qui nous a permis d'avoir un accès sur ce système-là, que ce soit les payloads, que ce soit les exploits que nous avons téléchargés sur le système de la victime, tous nos outils que nous avons téléchargés sur les binaires que nous avons téléchargés, les utilisateurs que nous avons créés, ou encore remettre le mot de passe de l'utilisateur à sa place. Mais avant de faire cela, il va falloir peut-être créer une porte dérobée pour pouvoir se reconnecter plus tard assez facilement en tant qu'utilisateur root. Ça peut être le fait de pouvoir ouvrir un service que nous vulnérable sur un port assez large, un grand port sur lequel nous pourrons nous connecter plus tard et devenir root. Voilà, mais donc c'est un peu ça. Donc pour résumer ce que nous avons eu à faire aujourd'hui. Donc c'est terminé. Hein. Pour résumer ce que nous avons eu à faire. Non, c'est pas encore terminé. Il reste le flag en fait. Ouais. Donc un ls. Voici le flag qui est là. Root flag.tic. 4.
Je colle root flag.txt. Voici le flag. Il me suffit juste de copier et je retourne dans mon avec me. Je colle et voilà. Je viens de terminer la room en fait. Donc c'est un peu ça. Donc comme j'ai dit, pour résumer, ce que nous avons eu à faire aujourd'hui, c'est que nous sommes partis d'une adresse IP qui nous a été donnée. Donc dans le cadre de par exemple un test d'intrusion en boîte noire, peut-être c'est ce que vous aurez comme information de départ. Nous sommes partis d'une adresse IP que nous avons eue. Nous nous sommes connectés au réseau. Ici, ça a été fait à partir du client VPN. Dans le cas d'un pentest en black box, je ne pense pas qu'ils vont vous donner un accès VPN sur le réseau, à part, bon, si il ne veut pas trop compliquer la chose. Sinon, généralement, vous connaissez peut-être la localisation de l'entreprise, vous allez vous rapprocher, essayer de voir s'il y a un Wi-Fi, craquer le mot de passe du Wi-Fi ou utiliser des techniques d'ingénierie sociale pour retrouver le mot de passe du Wi-Fi. Ensuite, vous connectez au réseau. Une fois que vous avez votre pied sur le réseau, vous recherchez votre cible. Par exemple, dans mon cas ici, c'était le serveur web. Vous avez des méthodes pour pouvoir retrouver les adresses IP des utilisateurs qui sont sur le même réseau que vous. Une fois que vous avez l'adresse IP de cet utilisateur-là, vous lancez par exemple, dans mon cas, une analyse rescan pour pouvoir voir assez rapidement les ports ouverts. Ensuite, Nmap pour avoir des informations sur les versions. Et voilà. Et soit faire des recherches par rapport aux versions, voir s'ils ne sont pas vulnérables et les exploiter. Ou encore, vous pouvez faire comme ce qu'on a fait. Dans notre cas ici, nous sommes passés par GoBuster pour savoir quels sont les répertoires qui étaient cachés. Nous avons vu qu'il existait un répertoire du nom de sitemap qui contenait en son sein un site web qui était apparemment un site web statique parce que j'ai pas vu de point PHP ni de serveur derrière, mais bon, c'était un site web. Donc, à partir de ce site web là, apparemment le développeur a oublié de supprimer le fichier Shadow, il dit Shadow encore, le fichier IDRSA, donc la clé privée de connexion. Donc c'est cette clé privée de connexion que nous avons utilisée. Nous lui avons donné les bonnes autorisations et c'est elle qui nous a permis de nous connecter à partir du service SSH qui tournait sur le serveur de la victime. Donc à partir du service, nous nous sommes connectés et nous avons eu un premier pied sur le système. Donc il nous fallait maintenant escalader les privilèges et devenir root. Parce que nous étions en tant qu'utilisateur Jesse qui n'est pas root, donc il ne peut pas tout faire sur le système. Il peut faire beaucoup de choses, cet utilisateur, mais il ne peut pas tout faire. Donc il va falloir monter pour devenir root. Donc nous avons utilisé la commande pour nous permettre de savoir quelles sont les autorisations que nous avons en tant que root, en tant que sudo. Donc nous avons vu que nous pouvions exécuter tout en tant que sudo et obtenir les autorisations root. Mais par contre là il va falloir qu'on ait le mot de passe, ce que nous n'avions pas en ce moment là. Et il y avait aussi la possibilité d'exécuter le binaire wget en tant que root et sans mot de passe avec sudo et obtenir l'accès root. Donc à partir de là, nous avons eu deux vecteurs d'escalade. Il y avait plusieurs, c'est pas juste Shadow et comptable, mais c'était les deux qui nous permettaient d'apprendre d'autres choses. Donc là, je suppose que vous comprenez comment générer une requête comptable, comment générer un mot de passe, le hachage de mot de passe. Sinon, il y avait d'autres méthodes. Et dans le cas d'un CTF uniquement, avec la méthode de lecture, il suffisait juste de savoir comment est-ce qu'il y a écrit le fichier root.txt. Bon, avec wget-i, je spécifie le fichier root/rootflag.txt. Je pense que on aura les informations. Mais bon, ici, nous voulions avoir un accès complet, vraiment root sur le système. Donc, nous sommes passés par plusieurs méthodes. On a écrasé le fichier comptable. Donc, avec nous avons changé le lien nous avons du moins ajouté une autre commande dans le fichier comptable qui exécutait un fichier reverse shell que nous avons préconfiguré. Nous avons configuré en arrière-plan avec le site revshell.com de M. Ryan Montgomery. Donc à partir de ce site, nous avons généré notre reverse shell. Nous avons placé notre écouteur. Nous avons rempli le code dans revershell.sh. Nous lui avons donné les autorisations d'exécution parce que c'est très important. Si vous ne faites pas ça, ça ne va pas fonctionner. On est dans les autorisations d'exécution, on attend 1 minute puisque nous avons dit chaque minute. Donc 1 minute après, on obtient les autorisations root. Ça, c'était pour l'escalade des privilèges avec comptable. Maintenant, il y avait aussi une autre méthode que j'avais voulu montrer qui était l'escalade des privilèges avec Shadow. Donc, il suffisait de savoir comment est-ce que le contenu de Shadow
est fait, donc la lecture du fichier Shadow avec la méthode que nous avons eue sur le site. Où se trouve le site là? Le site Upgrade. Non, c'est pas celui-là. Est-ce que je ne l'ai pas écrasé par hasard? Non, c'est ici, wget. Comment escalader les privilèges avec wget? Donc ici, ouvrir les ports et utiliser le flag post file pour pouvoir envoyer notre fichier à notre écouteur Net4 et l'afficher dans l'écouteur Net4. Donc à partir de là, nous avons modifié le contenu du fichier Shadow, généré notre hash, le hash dont nous connaissons le mot de passe ici qui est Alexis en l'occurrence, remplacer le mot de passe existant ici, nous l'avons remplacé par le nôtre et nous sommes maintenant connectés en SSH avec mot de passe. Cette fois-ci, c'est pas avec un ID RSA. Nous sommes connectés avec le mot de passe et vu que nous connaissions le mot de passe, nous avons pu exploiter le sudo-l, le fait d'exécuter toutes les commandes en tant que sudo et obtenir les rotations route. Nous l'avons exploité et vu que nous avons le mot de passe, nous avons mis le mot de passe et nous sommes devenus route. Donc c'est un peu résumé notre cheminement pour le challenge d'aujourd'hui, ce que nous avons eu à faire et comment est-ce que nous l'avons fait et tout. Donc cette fois-ci, encore une dernière fois, est-ce que vous avez des questions sur ce que nous avons eu à faire jusqu'à présent? Bon, alors, j'ai une question. Ok, il y a beaucoup de questions. Déjà, on va aller avec... il y a Angenor Kofi. Oui, frère. Oui. J'ai une question. D'accord. Oui, ma question est la suivante. C'est-à-dire, si dans la maison, j'aimerais obtenir, c'est-à-dire les adresses IP de, voilà, disons, de mes colocataires et autres, et comment je peux procéder afin de, voilà, de tes colocataires, déjà, c'est pas, je sais pas si c'est pas éthique, mais bon, déjà, si vous êtes sur un réseau, disons ça comme ça, c'est plus intéressant de dire de cette façon parce que, voilà. Donc, si vous êtes sur un réseau local, je précise, et que vous êtes avec d'autres machines, par exemple, vous êtes dans le cadre d'une mission de pentest, vous arrivez sur le réseau de la victime. Vous souhaitez, par exemple, savoir quelle est l'adresse IP ou bien dire quelles sont les machines qui sont présentes sur le serveur et quelle est l'adresse IP de l'utilisateur ou de la machine que vous souhaitez, par exemple, pentester à partir de son nom d'hôte. Il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez utiliser Nmap pour le faire et même Rescan avec, par exemple, en lançant Nmap. Vous mettez l'adresse IP, si c'est en fonction de, comment dirais-je, du masque de sous-réseau, si c'est 255, c'est ça non, 255.0, donc /24. Et en effet. Comment? Il y a aussi le CDR aussi, hein. Ouais, c'est ça, le /24. Ouais. Donc, vous mettez l'adresse... Sous-réseau, en fait. Oui, le masque de sous-réseau. Vous mettez l'adresse de l'utilisateur /24 et donc il va parcourir toutes les machines, toutes les possibilités de machines en fait de point 1 jusqu'au point 254 qui sont les adresses IP allouées aux machines sur un sous-réseau. Et donc il va déterminer quelles sont les machines qui sont actives. Voilà. Vous pouvez aussi le faire avec un outil de nom de, je crois c'est NetDiscover qui permet de le faire très bien. Lui il affiche aussi le nom de la machine. S'il a pu avoir accès au nom, il affiche le nom de la machine et d'autres informations utiles comme l'adresse MAC au cas où vous voulez faire par exemple une attaque ASP proofing et d'autres informations. Monsieur, attendez, je vais d'abord demander, est-ce qu'Angenor Kofi, tu as compris déjà? Monsieur, tu as... Oui, c'est bon, pour le moment, ça va. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, une autre question? Allô? Oui, Franck Neumann. Déjà, bonsoir à tous et merci à Alexis pour ce live. Merci à vous d'être venu. C'était vraiment très intéressant et encore merci. Ok. Maintenant, ma question s'oriente sur le sujet du robot TXT et du sitemap qu'on a eu à exploiter pour avoir les payloads là. Déjà, qu'est-ce que toi tu conseilles par rapport à ces outils-là? Déjà, quand on fait des recherches sur Internet par rapport au robot TXT et sitemap, il y a l'un qui permet déjà de cartographier notre site. Voilà, donc ça peut aider déjà aux développeurs de pouvoir s'orienter facilement dans la maintenance du site. Et il y a le robot.txt aussi qui aide les robots de recherche à pouvoir donner une grande visibilité à notre site. Voilà, donc ça aide par rapport aussi SEO.
Maintenant, oh, avec ces fichiers, déjà, nous pouvons avoir des vecteurs de vulnérabilité pour pouvoir exploiter les sites. Qu'est-ce que toi tu proposes ou bien, de par ton expérience, qu'est-ce que tu peux dire si ces deux fichiers-là, le robot TST et le sitemap? D'accord, merci pour ta question. Déjà, c'est pas par là que nous avons exploité le serveur web. Je suis juste passé par là pour montrer qu'il était possible, à partir de certaines informations contenues dans ces fichiers-là, de tomber sur des répertoires qui sont censés être protégés, en fait. Voilà, donc, bon, de mon expérience, je dirais que pour pouvoir se protéger de ces fichiers-là, de ce type d'attaque-là, c'est déjà de ne pas mettre les informations sensibles dans le fichier. Et les informations que vous ne voulez pas voir être affichées sur la cible, il suffit juste de ne pas les indexer dans des autres pages. Parce que le fichier, les robots d'indexation, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, ils vont sur ton serveur web, ils tombent sur une page, ils regardent quels sont les liens qui sont en rapport avec ta page. Il va tomber sur par exemple un lien qui va te rediriger vers, je sais pas moi, un index.php ou bien un home.php. Il va se rendre sur home.php. Il va vérifier dans le fichier home.php est-ce qu'il n'y a pas des liens qui sont en relation avec, avec par exemple, il n'y a pas des liens du moins dans d'autres liens dans le fichier qu'il pourra explorer, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, le fichier sitemap. Donc, la meilleure manière pour moi, la meilleure manière de ne pas se faire avoir par les hackers et par ces robots-là, c'est de ne mettre aucun lien comment je vais dire, sur des, sur des pages que vous ne voulez pas voir affichées par, que vous ne voulez pas dont vous ne voulez pas qu'un utilisateur puisse avoir accès en fait. Donc, il ne faut pas mettre Mais Alexis, tout ce qu'il a dit là, moi chaque jour j'y pense. Hein. Je ne sais pas si vous m'entendez. Chaque jour, moi j'y pense. Comment sécuriser ça? Comment gérer tout ça? Malgré tout ce que tu as dit là. Mais GoBest va pouvoir te faire sortir tout ça. C'est le véritable souci qu'elle a en fait. Moi actuellement, je suis en train d'écrire, j'essaie d'écrire un livre qui va parler au niveau de comment réellement sécuriser. Mais je me rends compte que c'est pas possible en fait. Tu peux juste ralentir l'attaquant, mais tu peux pas dire que tu as sécurisé ton truc à 100% en fait. Et maintenant, je me rends compte quoi. Je sais pas. Malgré que tu as dit ça, il y a toujours encore un moyen de contourner en fait. Oui, Donc, exactement. Je sais pas si c'est que Marie, ce qui arrive, je sais même pas comment expliquer ça en fait. Je cherche un moyen pour dire que tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. L'attaquant ne peut pas avoir accès. En fait, il y a plusieurs méthodes pour protéger, par exemple, dans le cas d'un formulaire de connexion, pour protéger un formulaire de connexion. Ça peut être une méthode de vérification d'adresse IP qui dit non, tous les utilisateurs qui... Il y aura toujours, comme tu l'as dit, il y aura toujours des méthodes pour pouvoir bypasser, mais comme tu l'as dit encore, ça permet de ralentir la progression du hacker et de jeter les petits hackers, en fait, en griffe, les personnes qui n'ont pas forcément assez d'expérience dans le domaine là-dedans. Donc, tu peux par exemple mettre des conditions sur comment dirais-je, l'adresse IP source, l'adresse IP par laquelle l'utilisateur se connecte à ta machine. Si ce n'est pas une certaine adresse IP, préconfigurer une liste blanche pour accepter certaines adresses IP sur le lien en question, sur la page en question. Ça peut être aussi, comment on appelle, des informations qui sont en rapport avec comment on appelle ce truc là, j'ai oublié, le user agent. Voilà, ça c'est beaucoup utilisé pour plusieurs sites. Le user agent, c'est pas n'importe quel user agent par exemple qui accède à cette page. Par exemple, pour accéder à cette page, il faut venir avec un user agent spécifique. Si toi seul connais ces informations là, en quelque sorte tu es en quelque sorte protégé. Mais il sera toujours possible de t'attaquer parce que si un hacker arrive à avoir accès à comment est-ce que ton site fonctionne, il serait en mesure de pouvoir se connecter. Donc, comme tu l'as dit, il n'y a pas de protection à 100%. Le plus important, c'est de ralentir la progression de l'attaquant, en fait. Attaquant. C'est super. En fait, il y a. Bon, en fait, en hacking, en sécurité informatique, en cybersécurité, c'est vrai, on ne peut pas tout sécuriser, mais on sécurise ce dont on a besoin de sécuriser. Voilà, on sécurise un périmètre. Voilà. C'est telle et telle information on a besoin de sécuriser. Donc, peut-être, bon, il y a d'autres moyens, des possibilités de pouvoir sécuriser son système, tel que la mise au point d'un honeypot qui permet de pouvoir prendre, en fait, cloner le serveur originel, se faire passer comme c'était lui le serveur, et le hacker va penser que
effectivement, c'est le serveur qui est là. Oh, c'est pas le serveur qui est là. Donc, il va se rendre compte que bon, il y a rien à gagner et il va partir. Bon, il y a d'autres moyens de possibilités pour, comme Alexis l'a dit, de pouvoir sécuriser un serveur. Mais ici, dans le but, on veut seulement sécuriser ce dont on a besoin. Voilà. Ok, donc Sounon, est-ce que tu as compris? Puisque c'est toi qui avais posé la question au début. Ouais, ça va pour moi. Super. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois qu'il y a Bartoski qui voulait poser une question. Non, ça va, il n'y a pas de questions Ok. pour l'instant. Tu faut aussi trouver les machines sur Hackthebox. Ouf! Avec le boss, j'ai commencé, mais je suis pas allé loin. Puisque, bon, pour aller plus loin, j'ai commencé les machines basiques là. J'ai terminé. Pour aller plus loin, il faut, comment on appelle ça? Il faut, je crois, souscrire, un truc comme ça. Et vu que j'avais des souscriptions sur 3Hack.me, je préférais me concentrer plus sur 3Hack.me. Non, ils ont aussi les machines gratuites. Ils ont aussi les machines gratuites qui lancent. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Mais peut-être sûrement un jour, je vais commencer à m'intéresser à ça. Mais actuellement, quand je le dis, je suis beaucoup sur 3Hack.me. Ouais. Track me le best, bro. Mais est-ce qu'il y a d'autres questions? Des questions? Ok, il n'y a pas de Bon, questions. moi, il n'y a pas de question. Hein. Mais il y a quelque chose qui me fait un peu bizarre. Je viens de voir Aude-Marie Kwasi. Est-ce qu'elle est là? C'est où tu as vu Aude-Marie Kwasi? Si je vois Aude-Marie Kwasi qui est connectée avec nous, en fait. Mais là, la question, qu'est-ce qui est bizarre, leader? Ouais, Parce que tu ouais. vois une demoiselle en sécurité ou bien c'est quoi le truc? Voilà, c'est une demande en sécurité que je veux vraiment apprécier ça, en fait, quoi. Je veux beaucoup l'encourager, en fait. Mais c'est très rare de voir une demoiselle en C'est la sécurité. seule demoiselle parmi nous. Oui, à cause des demoiselles, elle est là, en fait. C'est tellement rare. Donc, il y a pour dire un mot là-bas. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je ne comprends pas pourquoi ils trouvent ça vraiment bizarre. Mais sinon, je suis là. Je me pose la question aussi. Merci Alexis, merci beaucoup pour Je la t'en prie, séance oui. d'aujourd'hui. Vraiment, c'était bien. Mais t'as pas de questions? Non, ça va. Excusez-moi, il y a un truc, comment dirais-je, mais l'autre là. Il y a Abdel Mhm. qui demande, il dit, j'aimerais savoir si les actions menées peuvent être supervisées par un outil de sécurité. Quand il dit superviser, il veut dire quoi par là? Abdel, quand tu dis superviser, Voilà, Tu veux s'il dire- est là, il n'a qu'à poser la question. si tu es là, si tu es disponible. Et quand tu dis, Je quand crois tu qu'il veut dis, dire que si par exemple, si on peut voir les actions, si par exemple quelqu'un s'introduit sur un serveur, qui peut être Ok. détecté par un système ou un truc du Ouais, genre. dans ce cas, oui, c'est possible. C'est possible de. Ah, ok, il a un souci avec son micro, il n'y a pas de souci. Oui, c'est si possible. c'est possible, C'est possible de détecter ces informations-là. C'est pourquoi il est mis en place ce qu'on appelle le Security, je crois, Operation Center, un truc comme ça. Le SOC, en fait. Et c'est une équipe de sécurité qui est mise en place dans les entreprises pour pouvoir sécuriser en temps réel l'entreprise. Donc, toutes les actions anormales qui sont menées sur le site, sur le système d'information seront reportées directement aux analystes SOC qui seront en charge de pouvoir trier les bonnes informations, les mauvaises informations. Ces informations-là, ça peut être par exemple les tentatives de connexion par SSH, s'il y a eu des tentatives échouées, s'il y a eu une attaque brute force sur un serveur web ou encore sur SSH. En tout cas, beaucoup de choses qui sont mises en place pour savoir qu'une personne est sur un système. Mais il y a toujours un moyen de pouvoir bypasser ces protections. Comme je le dis toujours, la sécurité d'une organisation dépend du niveau de compétence de la personne qui attaque cette organisation, en fait. en effet. Oui, Léon. Mais n'oublie pas aussi le niveau de compétence de celui qui les sécurise. Oui, c'est ce que je dis, en fait. La sécurité Parce que- de... Voilà, Voilà. avec les entreprises qu'on voit aujourd'hui, généralement, nos entreprises vont peut-être acheter un firewall quelque part et puis se limiter seulement à ça. Or, à la base, la sécurité, même la compétence du système de sécurité. Exactement. En cas de multi. En effet.
il y a hackers possibilité eux-mêmes ils ont accès à ces outils-là. des moyens logiciels et matériels. Bien Voilà. sûr, il y a possibilité d'installer il fallait bien préciser la possibilité d'installer des moyens matériels et logiciels pour pouvoir défendre une entreprise et sécuriser un certain périmètre, comme j'ai dit ici là. Hein? C'est quoi on veut sécuriser exactement? Parce qu'on ne peut pas tout sécuriser dans le système. Mais ce que nous, on a besoin de sécuriser là, c'est ça, on va mettre les yeux dessus. Tu vois? Et c'est ça le SOC Operation System qui va permettre de faire ça en fait. C'est ça. Et là, le niveau de sécurité de l'entreprise dépend de la compétence à la base de ceux qui gèrent le SOC. Exactement, de ceux qui gèrent la sécurité. Voilà. Moi, Parce que moi, les outils qu'on met en place là, tout le monde a accès à ça. C'est sur le marché, les hackers et tout, nous tous on a accès à ces outils-là. C'est-à-dire aujourd'hui, si un nouveau firewall sort du côté d'un constructeur comme ça, le hacker il a également accès. Il sait que les entreprises vont l'acheter pour aller essayer de protéger leur périmètre du réseau. Donc lui aussi il peut s'en procurer, essayer de voir quelles sont les vulnérabilités qu'il peut trouver dessus. Et déjà par là, il peut commencer à lancer des attaques contre les cibles. Donc déjà, moi je pense que c'est la compétence à la base de ceux qui sont derrière le SOC. En effet. Moi, je suis plus d'accord avec ce que Alexis a dit. Genre, ça dépend plus du niveau de compétence de l'attaquant parce que même quand même les entreprises que par exemple qui investissent, qui ont des firewalls, qui ont des network intrusion detection, qui ont des SOC et tout ça, il suffit par exemple dans mon entreprise, souvent quand on fait des campagnes de phishing, il suffit par exemple qu'un utilisateur clique sur un mauvais lien et rien que parce que l'entreprise a par exemple un antivirus, ça ne veut pas forcément dire que l'antivirus va détecter le programme malveillant. C'est toute la preuve. Il existe plusieurs moyens de bypasser les antivirus. Donc ça va toujours dépendre du niveau de compétence de l'attaquant et aussi du niveau de sensibilisation des personnes qui sont dans l'entreprise. Il suffit par exemple d'un seul clic comme ça ou d'un seul petit moment d'inattention pour qu'après un attaquant puisse avoir accès au réseau. Et à partir de là, ce n'est pas avec les firewalls qu'on peut vraiment détecter son intrusion. Ou ne pas détecter aussi, parce que vous savez, il y a les firewalls qui sont aussi vulnérables. Hein. C'est ce que vous ne savez pas. Le firewall, c'est un système d'importation. Et le système d'importation qui est dans le firewall peut être vulnérable. Un code arbitraire. Voilà, c'est le problème qui est là. C'est ça l'art du hacking. Parce que moi, je déploie un firewall, un pare-feu dans mon entreprise. On dit, bon, ce pare-feu-là, c'est sécurisé à 100%. Ça peut me défendre contre les activités externes. Vous voyez un peu, non? Mais les gens oublient que dans ce pare-feu, un périphérique qui peut être vulnérable. Vous voyez un peu, non? Donc, en premier lieu, là, c'est de chercher les vulnérabilités dans ce pare-feu avant de s'introduire dans le système. Or, si le pare-feu est aussi vulnérable, c'est que bon, le réseau est tuque. Mais bon, les jours quand même, c'est pas très souvent que tu trouves des failles de vulnérabilité sur des firewalls. De nos jours quand même, genre une faille sur un firewall qui te permet d'avoir accès au réseau, c'est quand même très rare de nos jours. Non, mais c'est pas ça. Je dis que on peut bypasser le firewall. Effectivement. On peut bypasser le firewall. Sinon, on peut dire même que tous les firewalls ici sont vulnérables à un code arbitraire. Mais seulement les petits génies que peuvent savoir ça. Alors, c'est ça que veut te faire de savoir. Ok, il y a d'autres questions? Bon, ça, je pense plus que devenir qu'il y ait plus de questions. Moi, au niveau sécurité, réellement, il n'y a pas à vous mentir. C'est compliqué, vous voyez. Comme l'impression que c'est trop compliqué au niveau sécurité. Raison pour laquelle il y a beaucoup de hackers, en fait. Parce qu'au niveau sécurité, pour pouvoir sécuriser, c'est pas facile, au fait. Il y a tellement de possibilités. C'est que tu penses, on vient de trouver que c'est dépassé. Tu fais ça, on trouve que c'est dépassé. Donc, on va faire avec, en fait. C'est mieux. Non, en fait, à la base, il faut pas dire que c'est compliqué. C'est pas compliqué. Ça dépend de ce que toi tu recherches dans ce domaine de la cybersécurité. Si toi tu es vraiment quelqu'un et tu veux vraiment naviguer dans le bon sens de la cybersécurité, il faut te mettre toujours à jour. Parce que c'est une question de passion. C'est dans la cybersécurité, tel que tu l'as dit, à chaque fois, les méthodes de sécurité sont bypassées. Donc toi, il faut te mettre à jour. Il faut être toujours un peu négocié.
faut être constamment en train de bosser. Sinon, c'est pas aussi compliqué. Voir, tu bosses et puis les articles qui sortent. Généralement, il y a des articles de, comment je vais dire ça, du FBI et autres. Parce que j'ai vu un article récemment là, que le gouvernement chinois est en train d'investir dans les cyberactivistes pour pouvoir essayer de bypasser tout ce qui est firewall, les NAS du côté de Fortinet et autres. Donc là, tu vois, c'est des gouvernements même qui investissent. C'est-à-dire c'est des gros moyens qui donnent de gros capitaux aux hackers pour pouvoir prendre le contrôle sur les entreprises. Donc toi, à la base, il faut vraiment t'armer de passion et essayer de bosser, de mettre tout jour à jour. Et tu vas voir que ça ne sera pas compliqué. Tu vas adorer les challenges qui seront sur le marché. Ok, merci frère. En tout cas, je suis d'accord avec ce que Franck a dit. Je dirais que ce n'est pas compliqué. Je dirais que dans la sécurité, même que j'ai déjà vu, le maillon le plus faible de la sécurité, c'est l'être humain. Exactement. Généralement. Parce que quand je fais souvent des tests dans les entreprises, l'une des attaques qui me permet souvent le plus d'avoir accès, ce sont les mots de passe très faibles que les gens utilisent pour leur compte, par exemple. Ouais. Donc, je dirais que c'est plus les êtres humains qui sont le moyen le Ouais, plus il faut faible. beaucoup Même miser pas- sur la sensibilisation de les entreprises. Vraiment. Ouais. Donc c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou bon? Alors, on va, si on veut continuer de parler, on ne va pas finir aujourd'hui. Ouais. On va venir. C'est un domaine qui est vraiment passionnant. Ouais. Merci beaucoup, Alexis. En tout C'est cas, vraiment, vraiment merci très à vous. intéressant. Merci à vous d'être venu. Ça m'a fait vraiment continue plaisir comme de ça, continue comme ça. partager le peu que je connais. Je vous remercie d'être venu déjà, d'être passé. Et on va se dire à la prochaine fois. Mais déjà, bon, je suppose que tous ceux qui sont présents actuellement se sont inscrits sur le Google Meet. Parce que je vais envoyer ensuite le lien du groupe Telegram. Vous allez ensuite intégrer pour ceux qui n'ont pas encore intégré. D'accord. S'il y a quelqu'un qui ne s'est pas inscrit à partir de Google Meet, qu'il me fasse signe, il va m'envoyer son adresse email. Bon, moi, je ne suis pas inscrit. Donc, bon, sinon, comme toi, je te connais, après, je vais te demander. Donc, vraiment, merci à vous. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager ce moment de sécurité avec vous. C'est toujours intéressant d'apprendre des autres. Merci pour les connaissances que vous m'avez données et tout. C'était vraiment intéressant et passionnant. Donc, on va se dire une prochaine fois et j'espère, ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J'espère enfin faire une cible Windows, montrer un peu ce qu'il est possible de faire sur Windows, quelles sont les vulnérabilités Windows. Actuellement, je suis en train de préparer un lab. Je compte faire même un truc réseau, mais bon, ça c'est encore pour vraiment loin devant. Comment pivoter, comment bypasser les antivirus. J'ai certaines choses que je voudrais partager avec tout le monde. Donc si le temps me le permet, si Dieu me le permet, sûrement une prochaine fois on fera ça. Donc à une prochaine fois pour un nouveau défi, un nouveau challenge et une nouvelle discussion sur le domaine de la cybersécurité. Au revoir. S'il vous plaît. Allez sur la page que j'ai envoyée. Allez sur la page que j'ai envoyée, s'il vous plaît, pour inviter vos amis à liker massivement la page une Network Security Telecom Group. Voilà, c'est là-bas on va essayer de promouvoir en fait les activités de live hacking. Voilà, s'il vous plaît. J'insiste dessus. Allez inviter vos amis à s'abonner à la page. Ah, il y a quelqu'un qui vient d'intégrer le groupe. Bon, on a terminé, hein. Bon, de toute façon, il y aura comment on appelle ça? Le replay de la vidéo sur YouTube. J'espère vraiment que j'ai pas oublié d'enregistrer. Ok, l'enregistrement est fait. Donc, il y aura le replay de la vidéo sur YouTube et vous pouvez regarder pour ceux qui n'ont pas pu nous prendre en compte. Donc, merci à tous et à une prochaine fois.